Monsieur, bonsoir. Heureux évidemment de vous retrouver, notamment dans ce cadre de cette nouvelle tranche horaire. Petit décalage, désormais c'est 21h, vous l'avez définitivement intégré. C'est donc Actes sur table, le débat politique sur STV. Rediffusion jeudi à partir de 13h30. Ce soir, 2 thèmes, 4 invités. D'abord, c'est évidemment politique entre coup bas, trahison, conviction, comprendre la transhumance des hommes politiques. Des cas sont légion, on en a même d'ailleurs au moins un sur ce plateau. Il est clair que la sphère politique nationale est très animée en termes de transhumance. Elle peut être idéologique, elle peut être aussi simplement de changement de parti. On va essayer de comprendre tout cela, pourquoi, comment, quels sont les tenants et les aboutissants. En deuxième lieu, on va parler évidemment des manifestations politiques et cette volonté souvent des pouvoirs publics, des autorités administratives d'interdire les marches, notamment pour ce qui est des marches politiques, des partis politiques de l'opposition. On va également essayer de comprendre ce qui coince dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'annonce tout à l'heure la réaction du sous-préfet de Douala Ier qui a interdit la marche du SDF, l'honorable Jean-Michel Mithieu, qui entrevoit faire une marche ici à Douala même. Le sous-préfet Tchakui va donner des raisons pour lesquelles il en est arrivé à cette décision-là. 4 invités, déjà 3 sur le plateau. D'abord, Paul Maël, qui, comme vous le savez, tout au long de la campagne électorale présidentielle, a été le porte-parole du candidat Akeremouna, mais il est évidemment du mouvement Naout. Il était avec ce mouvement dans le cadre d'une plateforme politique. Bonsoir Paul. Bonsoir Dipita, bon anniversaire. Merci. Paul. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et continue de vous bénir et éclairer votre chemin. Vous me faites rougir. Merci, c'est très gentil. Alors bonne année, bonjour à la politesse. Merci infiniment. Merci. Très gentil, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes également journaliste. Hein. Oui. C'est bien de le savoir, vous avez occupé de très hautes fonctions chez nos confrères de Vox Africa. Oui. Et chez d'autres sphères également. Sur d'autres organes également. Merci. Mais je le suis dans l'âme, je pense que je serai journaliste. C'est ce qui restera. Quand j'aurai tout perdu, ça au moins on ne peut pas me l'enlever. Je demeure journaliste. Eh bien, on croise les doigts pour que vous alliez également un peu plus en politique. On aimerait bien voir des journalistes avoir des responsabilités. Peut-être pourquoi pas dans le cas des élections, candidats, il y a les régionales, les municipales et tout qui arrivent devant. On va voir. Je vous le souhaite. D'accord, merci. Je vais continuer la réflexion là-dessus. Benoît Salah, bonsoir. Bonsoir Dipita. Merci d'être là également, bonne année. Merci, bonne année à vous. Vous êtes de la diaspora. Oui. Vous êtes analyste. Bon, ça c'est sur le plan évidemment politique, hein, mais sinon vous avez d'autres compétences, chef d'entreprise, vous vivez en France. Tout à fait. Vous avez également accepté d'être parmi nous ce soir. Je crois que les thèmes sont évidemment à votre portée, notamment le deuxième, parce que quand on regarde les gilets jaunes là-bas, tout à fait, sans forcément faire un parallèle, mais on pourra peut-être comprendre pourquoi comme ça, pourquoi pas, et ainsi de suite. Exactement. Le deuxième thème fait écho à la situation politique et sociale en France. Absolument. Merci. Célestin Jamin, bonsoir. Bonsoir Dipita, je découvre que c'est votre anniversaire ce soir. Je vous souhaiter à mon tour bon anniversaire et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter encore une fois de plus ce soir dans cette prestigieuse émission. Merci beaucoup. Merci d'être toujours aussi disponible. J'ai plus besoin de vous présenter. Je disais que parmi nous, il y a peut-être un qui assure un bon jour, ne manque pas d'équipe. Ben non, c'est pas une question de bon joie, c'est une question de conviction. Donc j'ai réajusté ma conviction dans le bon véhicule. L'ancien était un peu défectueux. Il a fallu que je change de véhicule pour continuer le même combat en fin de compte. Dans tous les cas, on a le débat d'une minute à l'autre. On attend Robert Moutet, ambassadeur du RDPC. Il faut absolument qu'il soit là, le RDPC, ne pas non plus. Il va arriver. Ils sont toujours en retard de toute façon. Pas non plus. C'est pas très étonnant. Il ne faut pas qu'on nous dise que le MRC a tapé sur le RDPC ce soir, sans forcément. Bien qu'il n'est pas là, donc ça veut dire. Dans tous les cas, il sera là, je peux rassurer mes téléspectateurs et m'assurer qu'il est en route. Madame, on va prendre la première transition pour rentrer donc dans ce thème. Je préfère peut-être qu'on commence par les manifestations politiques. Hein.
C'est à votre convenance, c'est votre mission. Transhumance, parce que, en fait, je suis en train de vouloir calibrer avec l'absence momentanée de Robert. Je crois que transhumance, c'est mieux. Mais je pense que les deux sujets vont concerner le RDPC au plus haut point quand on sait que les responsables administratifs qui interdisent les manifestations publiques, je veux parler des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs, sont tous dans l'antichambre, si ce n'est dans le RDPC, ils sont tous à la solde du pouvoir. Commençons par comprendre pourquoi les gars changent de parti politique. On garde le cap alors. Transhumance des hommes politiques. Premier thème après la transition. Eric, on aura une transition, on peut y aller. Bon, Célestin Djamène. Je vais peut-être commencer par vous. Hein. Alors, je veux dire, d'abord, on commence par l'observation. Je veux dire que c'est quand même un phénomène très récurrent, et même, j'ai failli dire, une migration assez importante au sein de l'opposition camerounaise. On voit beaucoup de militants, qu'ils soient de la base ou des cadres des partis politiques, changer de parti, pour me redire, et même souvent en contradiction à leur idéologie de départ. On voit facilement des hommes de droite, pour prendre l'image, se retrouver dans les partis de gauche. Le RDPC notamment organise même souvent des séquences d'accueil, des souhaits de bienvenue des militants qui viennent de l'opposition, même si ces dernières semaines on peut observer que certains militants du RDPC aussi changent déjà de camp. Je veux dire, à l'observation, vous, qu'est-ce que vous en dites? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de militants RDPC qui migrent, si j'ose dire, vers l'opposition que le contraire. Une statistique? Oui, je crois que moi, je lis beaucoup vos confrères, je crois que je leur fais confiance, et chaque semaine qui passe, nous voit la révélation que beaucoup de militants du RDPC migrent pour l'opposition, et notamment le MRC, ce n'est pas une révélation. Je crois que le terme transhumance ne me convient pas beaucoup. Parce que dans les littératures, on va dire, pastorales, c'est une migration périodique des animaux qui vont vers des aires beaucoup plus favorables à leur épanouissement. Je ne suis pas un membre du troupeau. Je pense que concernant la classe politique, on ferait mieux de parler, je vais dire, au mieux de recadrage, de repositionnement. Parce qu'en vérité, regardez par exemple dans le milieu sportif, quand on a un footballeur qui est un club pour un autre, on parle de transfert, on parle de transfuge. Dans le milieu médiatique, c'est les mutations, etc. Donc je crois que la politique mérite autant de noblesse que les autres métiers que je respecte. C'est la raison pour laquelle je pense que, pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai réajusté mes convictions. Je pense qu'il ne faut pas toujours penser que c'est l'individu qui trahit le parti. Le parti peut trahir le militant. Je dis par exemple, si vous entrez dans un parti socialiste, social-démocrate, et puis au fil des ans, cette idéologie se dilue, ces convictions se diluent, elle se rapproche, elle devient un parti partenaire du parti au pouvoir, et il est évident que la traîtrise n'est pas du côté du militant, c'est plutôt du côté, n'est-ce pas, du parti auquel vous avez adhéré, auquel vous avez cru, sur les valeurs précises. Donc, il ne faut pas toujours croire que la trahison, elle est à sens unique. Il peut se trouver, c'est même le cas très souvent, que c'est le parti qui a dévoyé ses valeurs, et donc le militant est obligé de partir. Donc, par rapport à ça, je pense que la liberté que nous avons tous ne peut pas nous être enlevé. Le choix de quitter un parti est tout à fait fondamental. On ne peut pas maintenir coûte que coûte contre ses convictions un militant dans un parti s'il n'est plus en phase avec ce parti-là. Donc, mais maintenant, il y a aussi une autre catégorie. Les gens qui vont quitter l'opposition pour des raisons, on va dire finalement alimentaires ou matérialistes, pour le parti au pouvoir, pour des raisons très opportunistes. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut affaiblir, ça peut faire déliter l'opposition. Là, la majorité présidentielle peut se croire tout permis, il suffit de faire un geste, une enveloppe, et puis terminer, l'opposition se délite. Donc il faut bien spécifier. Ceux qui quittent l'ex-opposition, l'opposition pour la majorité présidentielle, ça le don d'affaiblir l'opposition, et ceux, effectivement, qui pensent que le véhicule dans lequel ils étaient, c'est plutôt ramolli, et dans ce cas-là, leur combat ne peut plus être
être menée à bien dans ce véhicule-là, raison pour laquelle ils ont quitté leur ancien parti pour un autre, toujours de l'opposition. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être très précis là-dessus. Il ne faut pas tout mélanger. Notre combat, c'est un combat, la politique, c'est un engagement. Je ne pense pas que la politique, c'est venir faire du commerce. Il y a beaucoup de commerçants en politique. Alors, j'observe, et là, je me retourne vers Benoît, j'observe que pour vous, en résumé, quand vous partez d'un parti d'opposition pour un autre, c'est désintéressé, souvent. Et lorsque c'est de l'opposition vers le parti au pouvoir, vous dites c'est s'intéresser. Vous avez la même lecture? Je n'aurais pas vraiment la même lecture, même si les prismes par lesquels Célestin a abordé cette question-là sont à peu près les mêmes que les miens. Mais je voudrais plus m'attarder sur le pourquoi de l'engagement politique, parce que cette question de transhumance ou de changement de camp du personnel politique interroge sur pourquoi ils sont entrés en politique. Parce que on entre en politique, je pense, parce qu'on a un idéal, on a un projet de société, ou qu'on partage un projet de société qui est porté par une formation politique. Je pense que c'est le sens noble de l'engagement politique. Maintenant, force est de constater que c'est pas toujours pour ces raisons-là, comme disait Célestin, que des gens rentrent en politique. Des gens peuvent rentrer en politique simplement pour des raisons alimentaires, pour des questions d'opportunisme personnel, de positionnement personnel, et ça, ce n'est plus la politique, et on n'est pas surpris de les voir après changer de camp lorsque leurs intérêts n'ont pas été satisfaits, ou lorsque, par exemple, pour ceux qui entrent en politique parce qu'ils croient à un seul individu et non à une idéologie, sont déçus après coup par cet individu-là, parce que finalement, les acteurs politiques ne sont que des hommes, les leaders politiques ne sont que des hommes, mais parfois, ils sont plutôt considérés comme des dieux. Donc, lorsqu'on a compris que finalement, ces leaders-là, pour lesquels on s'est engagé, je prends l'exemple de Ni Jong-Fundi, qui était quand même une icône de l'opposition en 92, et qui, avec le temps, on a très bien vu que son image a pris un coup, et aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc je pense que c'est l'une des raisons qui peut aussi motiver des gens qui ne sont pas entrés en politique avec conviction de faire de la transhumance jusqu'au jour où soit ils auront leur compte ou ils trouveront la formation politique qui sied à leur engagement. Mais Paul Maël, est-ce que l'autre raison, l'autre élément qui fonde souvent l'adhésion des militants dans un parti n'est pas lié d'abord au leader? Est-ce que justement ces changements de parti ne sont pas la résultante peut-être des déceptions, ou alors du fait que l'ambition, l'adhésion, la croyance qu'on a mis en le leader qui conduit le parti à un moment donné ne répond plus aux attentes qu'on avait vis-à-vis de ce parti-là? Avant de répondre directement à votre question, Dipita, je voudrais rebondir sur ce que Benoît disait pour dire qu'il faut interroger la raison pour laquelle les gens entrent en politique. Je vais aller un peu plus en profondeur en disant qu'il faut interroger le cadre politique en lui-même. C'est quoi la politique? Pour moi, la politique repose sur deux choses qui me semblent fondamentales. La première, c'est les convictions individuelles. La deuxième, c'est l'idéologie. C'est pourquoi ailleurs, et je me réjouis qu'on ait Benoît sur ce plateau qui lui vit en Hexagone, donc il nous apportera une bien meilleure lecture sur ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi ailleurs vous allez voir qu'on ne parle pas forcément de partis politiques, on parle de famille politique. Et une famille politique pouvant regrouper plusieurs partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez retrouver, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, des gens qui sont de droite, qui partiront d'un parti de droite pour un autre parti de droite, et des gens qui sont de gauche qui partiront de ce parti de gauche pour un autre parti de gauche. Donc il y a ce problème-là qu'il faut d'abord interroger. Est-ce que les gens entrent en politique par réelle conviction et parce que la formation politique à laquelle ils adhèrent leur vend une idéologie qui correspond aux aspirations que leur inspire leur conviction? Ça, c'est la première question. Je doute fort que ce soit le cas. La deuxième chose qu'il faut ici voir également, qui me semble non négligeable, c'est la structuration même des formations politiques dans notre pays. Parce que si nous ne l'aurons pas, on parle ailleurs d'entrepreneuriat politique, c'est-à-dire qu'on trouve que le parti politique c'est une entreprise. Et quand vous regardez les acteurs politiques, vous allez vous rendre compte que 80%, 85% d'entre eux, et je suis sorti,
font un métier, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre. Ils ne font rien d'autre que ça. À partir de cet instant-là, ça devient une entreprise. Et une entreprise, pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, c'est quoi? C'est la conjugaison des intérêts individuels qui convergent vers l'intérêt collectif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que quelqu'un se lance dans une entreprise, il faut que cette entreprise lui propose quelque chose qui corresponde à ses aspirations individuelles, qu'il mettra donc à contribution pour l'intérêt collectif, qui est l'éclosion de l'entreprise. C'est pourquoi vous êtes salarié à STV. STV vous donne des émoluments salariaux mensuels qui correspondent à vos aspirations individuelles et vous travaillez pour que l'entreprise grandisse. Avec dans la ligne de mire le fait que si l'entreprise grandit, je grandirai avec elle. C'est pourquoi vous espérez qu'au bout d'un certain temps, on vous donne des augmentations salariales, que vos avantages sociaux augmentent et grandissent et tout ça. Donc, quand vous regardez la structuration des partis politiques aujourd'hui au Cameroun, il y en a quoi? Environ 350. Si vous enlevez les 10 majors qui constituent l'ossature de la politique au Cameroun, vous allez vous rendre compte que pour le reste, c'est des partis politiques qui n'ont de partis politiques que le nom. Le siège, c'est généralement dans la mallette ou au domicile du président. Il n'y a jamais de congrès, il n'y a jamais d'assemblée générale, il n'y a jamais de réunion. Que lorsqu'il y a des échéances importantes, les caisses du parti politique se confondent très facilement avec la poche du président. Le compte dans lequel l'argent du parti est viré, c'est l'argent du président, qui est à la fois le président, le trésorier, le secrétaire général et tout le reste. Et parfois, il a 2 ou 3 militants qui sont son épouse, ses 2 cousins et son ami avec lequel il marche tous les jours. Donc, il faut également interroger ces structurations des partis politiques-là qui font que finalement, la vraie question, à mon sens, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, dans un pays comme le nôtre, on peut véritablement parler de partis politiques au sens propre du terme? C'est à mon avis la vraie intéressante. Mais c'est un phénomène quand même qu'on observe, hein, c'est que il y a comme une accélération de ces mouvements-là à l'approche ou en période électorale. Je veux dire que 2011-2018, entre la dernière élection présidentielle, du moins l'avant-dernière désormais élection présidentielle et la dernière, on observe à la période transitoire, si je peux le dire comme ça, une accalmie de transhumance, tout le monde est dans son petit coin, et puis à l'approche des élections, et même très souvent, dès qu'on convoque le corps électoral, tout le monde se précipite, on se rappelle que tiens. Je vois très bien le soubassement de votre question. Ah, il n'y en a pas, sauf si vous m'en dites. Il n'y en a vraiment pas. Je n'ai pas de préjugés. Non, je vous accuse de rien du tout. Ça prouve bien que nos Cameroun, non, vous avez tout à fait raison, parce qu'en vérité, il y a une question de culture politique dans ce pays. Comme l'a dit Paul tout à l'heure, effectivement, et comme l'a dit Benoît, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en politique, malheureusement, au Cameroun, pour faire du commerce. C'est devenu une activité prébandière. C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de personnes dites d'opposition en période chaude, en période électorale, faire le pas, parce que l'opportunité leur est offerte, n'est-ce pas, pour aller vers la majorité présidentielle sortante. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enjeux financiers, matériels, et c'est ce qui les motive. Quand vous écoutez ces personnes-là, on a vu beaucoup de bouffons, d'amuseurs publics, n'est-ce pas, entre autres, être appelés au gouvernement, mais quand vous voyez un peu ces personnes-là, on se rend très bien compte que la substance politique, pour moi, elle est vide. Donc, en vérité, je crois que nos partis politiques pêchent par manque de formation politique. Moi, je viens d'une formation politique, mon ancienne formation, où il y avait un département formation et éducation politique. Mais il y a 0 franc de budget. Donc ça veut dire que l'arme la plus importante pour mouiller le militant, on n'investit pas là-dedans. Et forcément, on veut créer quel type d'homme politique? Des hommes politiques qui vont aller simplement au gré du vent, dans le sens de la feuille va à l'est, ils vont à l'est, etc. Donc en vérité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les partis politiques au Cameroun sont des structures créées non pas au service des idées, mais au service souvent d'un homme. Et c'est ça le problème, la faiblesse des partis politiques. Ça veut dire tout simplement que, voilà, je viens, je ne suis pas formé, et je vais me mettre à faire les attaques à la cour, n'est-ce pas, aux leaders politiques. Et c'est du pain béni pour le parti au pouvoir.
Parce qu'il suffit simplement de happer ces personnes-là par les moyens dont ils ont le secret, et puis le tour est joué. Donc en vérité, vous n'avez pas tort de dire que c'est en période bien précise qu'ils affûtent leurs âmes et qu'ils font le pas. Rappelez-vous à l'époque, M. Essaka Gustave avait créé un certain triumvirat. Il avait beau se proclamer opposition hyper radicale, mais finalement, en 92, quand M. Biya a sorti les fameux 500 millions, eh bien, les partis qui demandaient vaille que va la tripartite comme condition préalable sont allés tous aux élections. Il y en a d'autres comme ça. Donc en vérité, je crois qu'il y a un vrai déficit de culture dans notre pays, et quand il y a ce déficit, on ne peut pas aller loin, parce qu'on a envie d'un contre-pouvoir. Or, quand l'opposition ne peut pas s'assumer comme opposition, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'installe la pensée unique. Et s'il y a pensée unique, il y a sclérose de la vie politique. Et s'il y a sclérose de la vie politique, il n'y a pas d'alternance politique. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je continue de penser qu'il va falloir que chaque parti politique, en tout cas qui est un peu pignon sur rue, commence à investir véritablement dans la formation politique. Bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir aux panélistes et puis bonsoir aux téléspectateurs. Je ne vous laisse pas plus de répit, je commence par une image, j'en ai parlé tout à l'heure. Avant, c'était pas trop voyant, peut-être parce qu'à l'époque, il y avait que la télévision unique, nationale, qui en parlait. Ben, je veux dire que de plus en plus, on voit les militants du RDPC faire le chemin inverse aussi. Hein. Oui, ça va dans les deux sens. Hein. D'être opposition, pouvoir, opposition. Mais moi, je veux dire une chose. Hein. Je pense que, quelque part, à l'origine, les gens n'ont pas une bonne et vraie définition de la politique, et puis il n'y a pas de formation politique pour permettre aux gens de bien comprendre cette politique, parce qu'il y a la fiction et la réalité. Vous savez, la fiction, l'imagerie populaire chez nous aussi, quand quelqu'un vous dit ne fais pas la politique, ça veut tout dire. On dit que tu mens, tu es diverti, tu es pourquoi tu triches, tu jongles. En fait, tout ce qui est négatif. Tout pour me tromper. Tout pour me tromper et avoir tout à côté de ton côté. Quand tu dis tu veux faire la politique. Alors que la politique vient du mot politique, ce qui veut dire l'art de gérer la cité. Donc, quand on est un politicien, en principe, on doit pouvoir gérer efficacement et postement la société. Mais dans l'imagerie populaire, le politique, c'est un truand, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un bandit, c'est tout ce que vous voulez. Ce qui dans la souris n'est pas faux. Hein. Peut-être, parce que les gens font des promesses sans parfois les tenir, et évidemment, à force de promesses sans rien faire, évidemment, les gens commencent à se dire, mais cette histoire, c'est une histoire de mensonge. Donc je pense qu'il faut y expliquer ça à ce niveau. La transhumance politique est la distraction favorite ces derniers temps, parce que d'autres trouvent en ça un business. Mais pour bien comprendre ce qui se passe derrière cette transhumance, il faut remonter à quel type de politique on a dans notre pays. Bon, c'est vrai que dans les autres pays africains, c'est à peu près pareil. Hein. Moi, je compte 5 catégories. Il y a les gens qui veulent vraiment faire la politique. C'est-à-dire les professionnels qui veulent travailler, faire de la politique, gérer la cité efficacement. Ça n'atteint pas 5%. 5% des politiques en général. Maintenant, en deuxième position, vous avez des hauts responsables, surtout l'administration, qui veulent faire leur carrière et la prolonger dans la politique, se rentrent dedans, pas parce qu'ils veulent vraiment être de politique, mais ils veulent faire de bonnes carrières, parce que s'ils sont bien encadrés par ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont encore les manettes, ça peut leur permettre d'aller très loin dans la carrière déjà, et ensuite prolonger en devenant de politique. Il y a une troisième catégorie, c'est des hommes d'affaires, des gens qui ont déjà assez de moyens, qui veulent sécuriser leurs biens, leur structure. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils ne sont pas avec le parti au pouvoir, les autres vont les taxer d'opposants, et ça peut jouer. Il y a beaucoup de choses. Les contrats ne viendront pas. Maintenant, il y a le groupe. Ces groupes, c'est à peu près. Eux aussi ne sont pas très nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands hommes d'affaires industriels. Mais dans la tranche des hauts responsables de l'administration et autres, peut-être 30%. Maintenant, il y avait la grosse vague de chercheurs d'emploi. Et là-dedans, vous avez presque tous les jeunes aussi, les non-jeunes, mais qui n'ont pas d'emploi, qui pensent que dans ce brassage politique, ils vont nouer des relations qui peuvent déboucher sur les opportunités d'emploi.
C'est le gros, et puis maintenant, vous avez la dernière tranche de ceux qui ont faim, ceux qui ont le plein de subsistance, et puis qui essayent de racouler un peu partout. C'est-à-dire, vous les voyez partout. Moi, je vois ça même dans mon département là-bas. Le RDPC fait le meeting, ils sont là. SDF fait le meeting, les mêmes sont là. MSC fait le meeting, les mêmes sont là. Et du coup, vous ne savez plus exactement où ils sont. Le jour du vote, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc, il y a ces 5 catégories que j'ai un peu délimitées pour dire que c'est là-dedans que vous avez les gens qui vont par rapport au Cuba. Le Cuba, quand les gens veulent avoir des promotions ou aller très vite, c'est facilement qu'ils font des Cuba. Quand les gens ont besoin de se faire une virginité parce que peut-être dans leur parti à l'origine ils ne sont plus bien vus, ils ne sont plus dans le secret ils changent de parti, ainsi. Donc vous avez un peu toutes ces catégories là, mais les vrais qui veulent faire de la politique comme métier et gérer la cité, ils sont très peu nombreux. Donc moi je pense que le Cuba, les transhumances, tout ça, les trahisons et autres sont liés un peu à ces différentes catégories de personnes parce que les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent gérer la cité, les gens viennent parce qu'ils veulent résoudre un problème. Soit ça peut être l'emploi, ça peut être la carrière, ça peut être les affaires, ça peut être n'importe quoi. Alors pour moi, là j'interroge un peu l'historien du présent. Quand on regarde quand même l'évolution politique de notre pays avec les indépendances dans les années ou alors en 1960, pluralisme politique avec le PC, et puis on revient à l'UNC, le parti unique, pour revenir dans les années 90 au pluralisme. Qu'est-ce qui peut donc expliquer, parce que si je m'en tiens un peu aux réponses de Mouté et même Benoît et la vôtre et celle de Célestin, c'est moins une question d'idéologie qui font de désormais l'entrée même en politique. C'est davantage des positionnements, comme il le disait. À mon humble avis, Dipita, ça n'a jamais été une question d'idéologie pour parler du Cap Cameroun. Ça n'a jamais. Prenons le cas de la plus grosse formation politique qu'on a au Cameroun, qui est le RDPC, qui est une émanation, comme tout le monde le sait, de l'UNC. Peut-on dire aujourd'hui que les gens qui adhèrent au RDPC y ont adhéré par idéologie? Non, les gens y ont adhéré pour avoir un certain nombre de prébendes et qui ramènent donc les 5 catégories auxquelles Moutiamba ça faisait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que bon, en entrant au RDPC, je peux facilement trouver du travail. Et ça se voit. Il y a plein d'entreprises publiques aujourd'hui et parapubliques qui recrutent sur la base de ce qu'un ministre, un secrétaire général de tel a appelé le DG pour lui dire qu'il y a quelqu'un ici, prends-le, parce que c'est un garde du parti. Derrière ça, vous avez une classe d'hommes d'affaires qui se dit, si je ne suis pas du RDPC, ils vont envoyer des impôts. Et comme la plupart des hommes d'affaires aujourd'hui aiment tricher avec le fisc, ils y vont. Et si je ne suis pas du RDPC, je n'aurai pas de marché, je n'aurai pas de ceci. Et comme l'État reste encore l'un des plus grands pourvoyeurs, aussi bien en termes d'emploi qu'en termes de marché, ils se disent que bon, ok, je m'en vais dans cette affaire-là. D'autres se disent, ok, si je suis dans le RDPC, ça se voit tous les jours, mes importations vont arriver au port, je vais bénéficier des exonérations de droits de douane et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça n'a jamais été une affaire d'idéologie. Et idem, les partis d'opposition qui, pour la grande majorité, sont l'émanation, si vous enlevez quelques partis historiques, comme l'UPC par exemple, les autres sont des transfuges du RDPC, c'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient dans le RDPC qui n'ont pas été satisfaits par un certain nombre de choses, notamment par le fait qu'ils ne trouvaient pas véritablement leur part sur la table du gâteau, qui se sont dit on va aller créer notre formation politique en espérant qu'on aurait d'autres choses. On a vu des cadres du RDPC partir au début des années 90 créer leur parti politique parce que simplement leurs aspirations n'avaient pas trouvé de réponse favorable au sein du parti dans lequel ils sont. Et donc ces partis politiques d'opposition aujourd'hui ont copié le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'adhère au parti politique de l'opposition aujourd'hui, d'abord parce que j'espère que ce parti va permettre à mes aspirations individuelles de trouver un écho favorable, mais aussi parce qu'on peut peut-être faire pression sur le RDPC qui a le pouvoir pour qu'il donne aussi une part du gâteau. C'est pourquoi certains font partie de ce qu'ils appellent la majorité gouvernementale. Ils sont au gouvernement, ils sont ceci, ils sont cela, ils ont ceci. Donc elles ont copié effectivement le même modèle. Et tous ces partis politiques-là, aussi bien le parti au pouvoir que la grande majorité des partis d'opposition, reposent sur une seule chose, le leader. Qui, pour le parti au pouvoir, est celui qui tient le pays, c'est-à-dire que c'est lui qui a le décret, donc du coup c'est lui qui est le grand Manitou. Pour les partis d'opposition, les leaders sont généralement des gens qui ont eu par le passé des accointances, certaines accointances avec le parti au pouvoir et son leader, donc peuvent bénéficier d'un certain nombre de retombées. Donc c'est essentiellement dans cette logique que la politique est pensée. Ça n'a jamais
de mon modeste point de vue, était une affaire d'idéologie. Et puis, je confirme un tout petit peu ce que Paul Maël dit, parce que vous savez, il y a une manifestation très simple de ce qu'il dit. Ça se voit, vous voyez, quand vous êtes nommé ministre, vous êtes au village. Même pas au village, il y a les voisins. Tout le monde, les gens qui ne vous saluent pas, ou des amis. Allez voir ceux qui ont quitté le gouvernement ou bien qui ont perdu leur emploi. Je vous garantis qu'il n'y a pas chacun circule par là. Parce que si c'est un problème d'idéologie, le fait que vous quittez le gouvernement ou pas ne devait pas amener les uns et les autres à changer, parce que vous êtes dans la même structure, vous quittez peut-être le gouvernement, mais vous restez un grand militant, un grand responsable du parti, et les militants continuent de venir chez vous normalement. Et on a vu d'autres quitter complètement le parti, c'est-à-dire quand ils perdent leur poste, ils rentrent chez eux et c'est terminé. Vous les appelez même, ils disent je ne suis plus dans vos histoires-là, vous m'avez viré, vous comprenez que on a encore du chemin à faire pour que ce soit l'idéologie qui maintienne. Et je crois que ça s'explique aussi par le fait que nous avons encore des problèmes de subsistance. Et cette situation fait que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui a faim, de lui parler d'idéologie alors qu'il n'arrive pas à manger. C'est un problème. Alors, Benoît, à partir de là, on peut donc, c'est une observation, constater, je peux me tromper, que le RDPC s'en sort mieux en termes donc de structuration, en termes de parti, que les partis de l'opposition. À ce jeu, c'est évident. À ce jeu où la conviction, ça se discute. À ce jeu où la conviction n'est plus forcément l'un des éléments premiers. Oui, pour vivre son existence politique. Tout à fait. Pour une raison simple, c'est que c'est le parti au pouvoir. Donc ils ont les moyens. Monsieur Mouté a la possibilité de donner de tout. Exactement. Robert a très bien lâché le mot. C'est un business et c'est un business qui est d'ailleurs très florissant. Pour ceux qui savent bien jouer le jeu, on a l'exemple de plusieurs entrepreneurs politiques qui se sont retrouvés au sein du RDPC, se reniant parfois eux-mêmes, reniant toute leur idéologie, tout ce qu'ils avaient construit durant leur carrière politique. Ils n'avaient pas compris, maintenant ils ont voilà, ils s'étaient trompés. Ils ont retrouvé le chemin. Exactement. Donc, bon, vous êtes normal. Je pense que c'est... On a l'impression qu'on écrit la même formule. À chaque passage de la télé. Oui, c'est la seule tournure qui est rhétorique qu'ils peuvent avoir. Parce que comment expliquer qu'on puisse se renier de cette façon-là? Mais bon, on est en politique et en politique, tout est possible. Mais moi, je voudrais plus insister sur le message qu'on passe aux citoyens. Quel est le message qu'on passe aux citoyens? Et bien, c'est simple, c'est simplement que quand on fait de la politique, on peut raconter tout et n'importe quoi aux gens et après raconter le contraire le lendemain. Donc moi je pense que la qualité du personnel politique au Cameroun est à revoir. Il faut revoir le personnel politique. Et Célestin et Paul ont d'ailleurs commencé à esquisser quelques pistes quand ils parlaient de culture politique. Moi, je dirais même pour eux, il faut une éducation politique. Il faut une éducation politique simplement pour que les standards soient connus de tous. En France, par exemple, le peuple décide de confier la gestion de la cité à ses élites. Ces élites, c'est les énarques. C'est ceux-là qui gèrent la cité. Et vous voyez très bien que le peuple est très dur avec ces personnes-là parce qu'elles ont confié la gestion de la cité à ces personnes-là. Donc, moi je pense qu'il faut un véritable contrat, une sorte de contrat social, politique à ce niveau-là, que ce contrat-là soit écrit et qu'on se dise très bien que bon, voilà, quand on entre en politique, c'est pour défendre des valeurs, c'est pour travailler pour le peuple, et à partir du moment où on trahit ce contrat-là, eh bien, on doit être sanctionné. Force est de constater, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Quand on arrive en politique, on vole, on s'enrichit et on est applaudi par les populations. Simplement parce qu'on vit dans une société de promiscuité où, en bas, le peuple bénéficie quelque part des retombées. Quand mon frère est nommé en poste, ma vie change aussi, quelque part. Célestin, existe-t-il encore des formations véritables, Malbras aussi et répondre, où la formation politique
fait partie des canons même de la pratique au sein de ces partis. Il y a beaucoup de partis où il y a théoriquement des départements consacrés à l'éducation et à la formation politique. Il y en a plein comme ça. J'ai dit des pratiques, hein. Je veux dire que ça peut exister dans les textes, ça peut exister dans toutes les professions de foi, mais est-ce que par exemple les jeudis, les lundis soirs, est-ce qu'ils se réunissent quelque part ou je ne sais pas combien de fois par mois? Les réunions très souvent et malheureusement c'est pour les cotisations. Comme si les contributions pouvaient constituer la substance de la politique. C'est toute une erreur. Donc je crois que tout à l'heure vous avez évoqué en début d'émission une question de les personnes de droite qui allaient vers la gauche ou la droite. Je crois que tout le monde a dit sur le plateau, Paul, Benoît et Robert, sur le fait que cette émission est inappropriée dans le contexte camerounais. Parce qu'en vérité, très peu de gens savent, et même dans le politique, ce qu'on appelle idéologie de gauche ou de droite. Très peu. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que, alors là, il faut distinguer entre ceux qui font des reniements, des revirements ou des ralliements politiques en temps opportun. C'est-à-dire que pour aller dans la majorité où il y a beaucoup plus d'opportunités en termes matériels, en termes d'avantages. Et ceux qui vont, comment dirais-je, réajuster leurs convictions parce qu'ils pensent que leur ancien parti, qui sont en déphasage avec les idéologies entre guillemets de leur parti, ou en dissonance avec leur chef, parce que le parti en Afrique en général se construise autour d'un chef, malheureusement. Vous avez vu le cas de Macky Sall, il n'a pas quitté à l'époque Wade pour Diouf, pour le PS, il a quitté Wade pour créer son parti, et ça a marché. Vous avez le cas de Benoît Hamon ou de Valls en France, il ne quitte pas le PS pour Sarkozy, etc. Il quitte parce qu'il pense que le PS est en déclin. Donc en vérité, il faut bien sectionner, segmenter ces deux catégories-là. Une fois qu'on a compris ça, on se rend bien compte que finalement, ce qui importe le plus dans le contexte africain et camerounais en particulier, c'est que certains dirigeants, enfin le dirigeant camerounais, celui qui est proclamé vainqueur aux dernières élections, a pendant 3 décennies, n'est-ce pas, distillé dans l'esprit des gens le fait que la politique c'est d'abord un gâteau, c'est d'abord quelque chose c'est un réseautage, c'est un business, c'est du clientélisme, c'est des choses de la communauté. En fin de compte, tout à l'heure, Robert a dit, quand il y a nomination des ministres, c'est la fête au village. Donc c'est une nomination villageoise en quelque sorte. Donc en vérité, voilà le problème. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent n'ont pas pris le temps de pouvoir mettre d'imposer aux partis politiques qui veulent se déclarer, n'est-ce pas, l'obligation de former les militants. Regardez l'ancien UPC, qu'est-ce qui se passait? Il mettait un point d'honneur à former les militants. Il délivrait même des attestations. Où il y aurait par exemple, père son âme, s'est formé par exemple à la CGT. Il est parti en France à plusieurs reprises, il a fait partie de la RDA, un grand mouvement, mais c'est d'abord un syndicaliste. Donc quand vous êtes imprégné de la cause pour laquelle vous luttez, il est impossible que même si le leader vient à disparaître, que vous abandonniez le combat. Et c'est ce qu'a dit récemment Maurice Kamto. Il a dit, si je meurs, ne venez pas mettre des gerbes de fleurs à longueur de journée sur ma tombe, mais il faudrait que vous compreniez la cause pour laquelle vous luttiez. C'est ça le véritable problème. Et tant qu'on n'aura pas compris ça dans nos partis politiques, et malheureusement le parti au pouvoir n'a pas cette préoccupation, la préoccupation, il y en a 3, c'est de durer, de durer et de durer. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde veut converger, parce que on n'a plus les moyens de survie. On espère qu'en adhérant au parti pouvoir pour la rappeler suffisamment, on a des soulagements en termes fiscaux, on évite des problèmes, etc. Donc en vérité, tout part aussi du système politique entretenu par le pouvoir. Et les jeunes aujourd'hui prennent qui comme modèle? Ils ne prennent pas des gens qui ont des idées. Ils prennent des gens qui sont nommés. Et qui ont les moyens. Et qui ont les moyens. Et c'est pour ça que la politique perd toute sa noblesse, malheureusement. Donc il va falloir que la prochaine République, les responsables, puissent imposer aux partis qui veulent s'immatriculer comme parti politique, inscrire dans leur statut la formation obligatoire. Et qu'il y ait un follow-up, c'est-à-dire qu'un suivi, des rapports qui soient faits de manière mensuelle ou bimensuelle, n'est-ce pas, des formations qui sont faites au sein du parti. On a besoin de retrouver cette noblesse en politique, parce qu'en vérité, les opposants, vous avez vu récemment, il y en a un qui a dit « je me suis trompé, j'ai trompé les autres, etc. » Donc en vérité, on ne sait même pas dans lequel... Je n'avais pas vu. Oui, mais vous l'avez cité tout à l'heure. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on prend sa carte d'un parti pour après aller vendre son ralliement, aller dans une coalition pour essayer de se faire voir, espérer un peu de prébande. C'est ça qui est détestable. Et à partir de là, Paul Maël, l'élite politique trinque, le peuple meurt assoiffé.
Je veux dire, et merci pour la perche que vous me tendez, parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose que Benoît disait tout à l'heure quand il évoquait le discours qu'on tient aux populations. Et là, les populations, de mon humble avis, ne sont pas différentes des leaders et des formations politiques en termes de structuration et de compréhension. Je suis un peu amusé. Je sais qu'il ne pense pas en mots Célestin quand il dit qu'il faudrait que la prochaine République permette ou alors oblige des formations politiques de former. Non, nous savons ce qui se passe en Afrique. En Afrique, quand on arrive au pouvoir, l'objectif c'est de s'y maintenir le plus longtemps possible. Si on peut y mourir, c'est tant mieux. Ça veut dire quoi? Comment on se maintient au pouvoir? On se maintient au pouvoir en fragilisant les adversaires, soit en les fragilisant, soit en les avilissant, en les asservissant, en les cooptant. Quand vous parlez de la population qui trinque, mais pourquoi elle trinque, la population? C'est parce qu'elle-même d'abord n'a aucune idéologie, n'a aucune conviction. Moi je viens de faire une campagne présidentielle aux côtés d'un homme politique. Je peux vous dire que partout où on arrivait, personne ne s'occupe des idées. Moi, c'est vous les journalistes qui êtes occupés à savoir quel est le programme, votre programme. Le peuple n'en a rien à battre. Excusez-moi l'expression, ils n'en ont rien à battre. Ce qui les intéresse, c'est que quand vous arrivez au meeting, les mototaximans qui vont vous escorter, c'est de savoir qu'ils vont porter leurs 1500. Les gens qui viennent au meeting, après ils vous demandent que d'attendre. Parce que vous en gagnez? Non. Justement. Et nous, on a eu des problèmes, justement parce qu'on arrivait dans un moment où on disait aux gens, nous, on vient vous dire que nous prenons le changement, et des gens nous disaient, ah vraiment, votre changement allait avec ça. Si vous n'avez, s'il n'y a rien, vous n'avez pas de ça. Et je peux vous dire qu'on a eu des endroits où on a été physiquement agressé, où les forces du maintien de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour que nous partions du site du meeting, parce qu'à la fin du meeting, tout le monde vient vous voir pour vous dire que attendez, il n'y a rien. Vous leur dites on a passé tout ce temps à vous regarder. Vous leur dites non, il n'y a rien, vous venez, ils vous disent non, vous ne bougez pas d'ici. Si on n'a rien, moi je suis quitté de chez moi depuis le matin. Vous venez m'asseoir ici, vous écoutez, vous dites qu'il n'y a rien. Donc on a eu des moments où, je vous assure, ça a été tellement tendu les forces de l'ordre ont été obligées de nous expliquer les sites de manifestation. Ça veut dire que autant il n'y a pas de culture politique chez les entrepreneurs politiques, autant il n'y en a pas chez la population qui, elle, n'en attend que des prébendes. Quand mon grand frère Robert évoquait tout à l'heure le fait que quand on a un ministre, tout le quartier vient chez lui. Mais pourquoi il vient chez lui? Parce qu'il sait que désormais, il va bénéficier tout au moins de deux choses. Regardez ce qui se passe. Dès la nomination de quelqu'un, le lendemain, la route qui mène chez lui est bitumée. Automatiquement, c'est-à-dire que des élections sont arrivées. Cette route pourrait rester là 50 ans. Dès qu'il est nommé, le lendemain, vous voyez des engins qui viennent bitumer la route. Vous voyez la police qui désormais vient installer un petit poste de police là pour assurer la sécurité du quartier. Et les gardes désormais sont contents parce que le ministre est de leur quartier. Et c'est essentiellement ça, l'idéologie politique. Et quand bien même ils viennent chez eux, vous avez vu dernièrement, on va le citer, le Premier ministre Joseph Dion-Gouté, après sa nomination, le quartier est venu chez lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, continuons à soutenir le président Biya. C'est tout. Parce que c'est grâce au président Biya que je suis là. Donc si vous me soutenez, le quartier sera toujours bien parce qu'on sera haut. Donc soutenons le président Biya. Et c'est ça l'idéologie qu'il faut aux gens de son quartier. Donc Robert Mouta a embrassé à ce jour-là, le RDPC s'en sort plutôt bien. Non, mais disons que le RDPC ne fait pas dans la fiction, on fait dans la réalité. On connaît la réalité du pays. Toutes vous façonnez les stratégies sont bonnes. La réalité. Non, c'est pas ça. Toutes les stratégies sont bonnes du moment où on reste au pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est au pouvoir, il faut développer des mécanismes pour rester au pouvoir. Et donc, tout ce que la Constitution permet est mis en évidence. Donc, je pense que le problème de fond, c'est que le RDPC est dans le réalisme parce qu'il connaît les réalités du terrain de tous les jours. Les gens ont encore beaucoup de problèmes de subsistance. Alors, venir parler de programmes, c'est un peu gênant. Vous avez bien vu qu'on a fait notre campagne, on n'a vraiment pas eu besoin de parler des bilans autres, seulement parce qu'on comprend bien. Il a dit qu'ils se sont fait agresser plus d'une fois parce que à la fin, les gens demandaient, mais l'article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature, toujours par la réglementation. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. L'article 2, c'est qu'on va partager un bout de pain. Mais le vrai problème de fond qu'il y a, c'est que nous fonçons un peu dans le système de notre société. Et vous savez, même si vous avez l'envie de changer les choses, ce n'est pas toujours évident. Nous foncerons en communauté dans nos sociétés. Si votre hiérarchie du parti n'arrive pas à vous faire plier, on peut passer par votre père, on peut passer par votre soeur, par votre mère. Regardez, prenez un cas très simple. Vous avez un voleur qui habite à côté de chez vous.
Il vient voler chez vous. Vous le connaissez, tout le monde le connaît. Vous le prenez, vous le mettez à la brigade de gendarmerie. Le nombre de coups de fil que vous allez recevoir en 1 heure pour libérer ce voleur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous sommes une société qui fonctionne d'une certaine façon et on intègre ça dans le fonctionnement au quotidien. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre, des problèmes de choses, les situations de base sont améliorées, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de route, les problèmes de plateaux techniques au niveau de la santé. Des choses sont encore relevées. Et donc, face à ces problèmes, quand quelqu'un n'a pas mangé depuis le matin, vous allez venir parler d'un programme politique. C'est difficile. Mais quand il a mangé, il peut vous écouter. Donc, on essaie d'abord de tout faire pour amener les gens à pouvoir manger, au moins chaque jour, à pouvoir se soigner, à pouvoir aller travailler. Et là, les programmes pourront peut-être être suivis. Mais tant que nous sommes dans cette situation où les gens ont des problèmes de base, c'est très très difficile. Mais dans la situation actuelle, Robert, ce qui se passe, ce que le RDPC fait surtout, c'est de maintenir les gens dans cette situation de je pense que voilà, Paul, il y a une petite confusion. Vous savez, le RDPC est un parti comme les autres. Mais les vrais gens qui ont le pouvoir, c'est l'administration, c'est pas le RDPC. Non, je vais répondre. D'accord. Parce que c'est pas le RDPC qui a vraiment le pouvoir au quotidien. Quand le sous-préfet intervient, c'est pas le RDPC qui donne les instructions, c'est l'administration. On va en parler peut-être tout à l'heure. Je veux dire par là que le sous-préfet, le RDPC est un parti au pouvoir avec d'autres qui font partie de la majorité, mais il n'a pas vraiment le pouvoir. C'est la haute administration qui a le pouvoir. Et c'est toute la haute administration est dans le RDPC. Est-ce que tu connais un seul haut cadre de l'administration qui n'est pas dans le RDPC? Tu en connais un seul? Si, il y en a plusieurs. Lequel? Peut-être qu'il ne milite pas ouvertement. Mais il milite quand même. Vous donner le coca. Oui, non, c'est un cadre quand même. Il a conseillé à la présidence. Si, on ne l'a pas encore enlevé. C'est lui qui. Il a démissionné. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu la démission. Il était dans une coalition. Non, mais attends, il est parti, on n'a pas diffusé sa démission. Donc je veux dire par là que ces hauts fonctionnaires, c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qu'on parle de détournement, de ceci, de cela. C'est pas le RDPC. Maintenant, le RDPC est ce véhicule qui devait imposer à ceux qui seraient militants du RDPC de fonctionner dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est là où il y a encore un petit souci parce que parfois, nous-mêmes au RDPC, on est parfois mis en difficulté par cette administration. Il ne faut pas penser que c'est trop facile pour nous de tout faire. Non, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire parce que l'administration se pose. Parce que quelque part, elle est là, c'est un monstre froid, comme le ministre aime bien le dire. C'est un monstre froid, même si c'est le RDPC. Et s'il faut taper sur le RDPC, on va le taper dessus. Moi j'ai une autre lecture, Robert. J'ai une autre lecture, c'est-à-dire que dans une époque pas si lointaine que ça, les partis politiques, la plupart, celles notamment des partis politiques qui ont travaillé dans le cadre des révolutions, avaient des branches armées, notamment le cas le plus connu, c'est l'Umkoto Isizwe pour l'ANC. Aujourd'hui, ça s'est modernisé, puisque les partis ne peuvent plus avoir des branches armées. L'administration est le bras armé du parti politique. Et au Cameroun, ça se voit, c'est-à-dire que le RDPC, c'est le parti politique, et son bras armé, c'est l'administration. Étant entendu qu'aujourd'hui, l'administration qui est au service du RDPC, pour peu que vous ne soyez pas d'accord avec le RDPC, peut décider de vous broyer. Et il y a des cas que je n'évoquerai pas parce que toi et moi on les connaît, où l'administration s'est mise au service du parti politique et a commencé à broyer. Je peux répondre tout de suite en disant que si Now est de au pouvoir, toute l'administration va se retrouver dans Now. Vous comprenez? Moi je te parle du factuel, c'est-à-dire que tu fais un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. Je te prends juste un exemple. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est un haut cadre du RDPC. C'est-à-dire que l'homme qui est censé porter la balance de la justice pour l'ensemble des citoyens camerounais est un membre important d'une formation politique. Comment peux-tu estimer qu'un jour, si Maurice Kamto, Akeremouna ou je ne sais pas qui, Serge Matomba, se retrouve dans une affaire de justice avec un membre du RDPC, qu'il puisse un jour avoir gain de cause? C'est impensable. Je vois qu'à l'exemple qui prend me plaît,
parce que le ministre de l'État Laurent Esso est reconnu quand même pour cette voiture. Non, c'est pas ça. Même au RDPC, c'est pas ça le problème. Même au RDPC, ne faites pas de cadeaux quand vous n'avez pas raison. Bon, Benoît, et puis... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui est froid dans ses décisions. Et que je vous fais RDPC ou pas, c'est reconnu quand même. Celui-là, l'exemple que vous avez Benoît Salah. Peut-être c'est un mauvais exemple, mais c'est un très bon exemple. Lui, quand même, moi, l'exemple, c'est d'autant mieux que Akere Mouna et Maurice Kamto sont dans les affaires. Ils sont à la barre. Peut-être qu'on attend la fin du procès pour commenter aussi ces cas-là. Mais c'est pas lui qui juge. Non, bon, il y a le ministre de la Justice. Non, c'est pas lui qui juge. Moi, je parlais de l'exemple. Maintenant, les conséquences, on verra. Je n'allais pas aller, Robert, jusqu'à nous dire que dans ce pays, la justice est impartiale quand même. Non, on ne fait pas la justice. On revient sur les transhumants. Effectivement, là, vous êtes allé sur un sujet autre qui est l'indépendance de la justice, et c'est un vaste débat, on peut l'ouvrir, et je pense que c'est pas une seule émission qui nous permettra de trancher dessus. On peut s'interroger effectivement sur l'indépendance de la justice au Cameroun. Le ministre d'État fait peur à tout le monde, y compris on peut s'interroger là-dessus. Moi, de tout ce que je retiens, puisque je pense qu'on va bientôt sortir du sujet, il faudrait peut-être qu'on aborde les pistes de sortie. Moi, j'ai envie de dire, tant pis pour le peuple, quoi. Je veux dire, là, le peuple ne s'intéresse pas à la politique. Quand on nomme un ministre, tout le monde va le féliciter et va réclamer sa part de pain sardine. C'est comme ça, au village, quand une élite arrive, la première des choses avant de l'écouter, c'est de lui demander à manger ou à boire. Paul l'a dit tout à l'heure, pendant la campagne, une campagne présidentielle, au cours de laquelle on est censé mettre en face les projets, mettre en concurrence des projets qui vont engager l'avenir d'un pays. Les populations s'en foutent. Moi, j'ai envie de dire, sociologie. Oui, effectivement, M. Mouté l'a confirmé tout à l'heure. Et effectivement, c'est celui qui a le pouvoir, qui a les moyens de sa politique, qui est le mieux placé pour imposer sa politique. Absolument. Donc les moyens de la politique, c'est l'argent, c'est les moyens de l'État que le parti au pouvoir a aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais attention, est-ce que si le MRC, si le SDF arrive au pouvoir, il ne va pas fonctionner de la même façon. Est-ce que les mêmes réflexes ne vont pas se poser? Donc il faudrait donc travailler sur les institutions. Il faut travailler sur les institutions. Donc l'Afrique a besoin plus que jamais d'institutions fortes. Dixit Barack Obama, d'institutions fortes. Il faut travailler là-dessus. Donc c'est les partis politiques, c'est le peuple même qui doit s'impliquer. On voit aujourd'hui comment les Gilets jaunes en France imposent le débat, obligent un président de la République, on en reparlera peut-être, à descendre sur le terrain, à mouiller le maillot. C'est ça. Eux-mêmes disent que leur force vient de ce qu'ils sont un peu déçus de la classe politique. Et c'est vraiment pour chuter, Dipita, si je peux terminer sur ce point-là, c'est vraiment inviter le peuple à comprendre que c'est pas les pains sardines spontanés, je vais dire à l'occasion d'une campagne, d'un meeting, qui vont résoudre les problèmes profonds que les Camerounais rencontrent. En guise de sortie, je crois que Benoît m'a un peu retiré le mot à la bouche, parce qu'en vérité, le problème, tout à l'heure on a parlé de culture politique, je crois que là la question qui se pose, c'est la culture démocratique. Parce qu'en vérité, on n'a pas l'esprit des institutions. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très souvent, on n'arrive pas à faire une séparation entre sa fonction de militant. Moi, ça ne me dérange pas que M. Laurent Esso soit du RDPC. Il peut être un ministre intègre et respecter les institutions. Comment on peut se retrouver à ce nom-là? Non, je veux dire qu'on peut être ministre RDPC, parce que si vous gagnez les élections, le président qui est élu peut vous appeler en tant qu'ancien comité de sa formation pour vous donner au pouvoir. Le problème, c'est la culture démocratique. Est-ce que quand on est au pouvoir, on est obligé à tous les niveaux d'être sectaire? Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Or, on sait qu'au Cameroun, les trois pouvoirs sont imbriqués. Le président proclamé concentre tous les trois pouvoirs. C'est la raison pour laquelle on parle de totalitarisme. C'est-à-dire qu'il nomme le président de la Cour suprême, il nomme le président du Conseil constitutionnel, il nomme le président de l'ICAM, il nomme tout le monde.
il nomme le président de l'Assemblée nationale, il nomme le président du Sénat. Ça veut dire qu'elle fonctionne. L'africaine, c'est une belle excuse. C'est une belle excuse. Quand on parle de constitution, Montesquieu disait qu'une constitution qui ne prévoit pas la séparation de pouvoir n'est pas une constitution. En guise de sortie. Hein. Donc c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, on a obéré une question concernant le mandat impératif. Je me souviens qu'en 2008, à l'époque où monsieur, je crois, René Sadi était ministre de l'administration territoriale, il voulait imposer en quelque sorte l'idée d'un mandat impératif. C'est-à-dire que si votre parti vous excluait ou vous révoquait, automatiquement, si vous étiez élu, vous perdiez votre siège. Alors même que l'élu ne doit pas être tenu par ses électeurs, encore moins par son parti. Quand on est élu pour servir le peuple ou pour servir la population. Donc on voulait placer l'hégémonie du parti ou des électeurs, n'est-ce pas, sur la tête de l'élu, ce qui n'est pas normal. Merci. Donc en vérité, le problème fondamental, encore une fois, c'est soit la culture politique, soit la culture démocratique, et rien d'autre. Je voudrais juste en 30 secondes rebondir sur ce que... Pour dire que... ce n'est pas tant le fait que le président nomme qui pose problème de mon point de vue, c'est le fait qu'il puisse, au gré de ses humeurs, démettre des gens. Parce que pour consacrer la séparation des pouvoirs, je prends juste un exemple, on a eu le cas au Kenya où la Cour suprême a invalidé l'élection du président Kenyatta. Pourquoi? Parce qu'au Kenya, le président nomme les membres de la Cour suprême, mais il ne peut pas les démettre sans passer par le Parlement. Et passer par le Parlement signifie qu'il justifie les raisons pour lesquelles il demande... C'est pour le Conseil constitutionnel au Cameroun. Oui, mais non, qu'est-ce que vous avez nommé pour 6 ans, on ne peut pas le bouger. Avant nous, éventuellement, il ne peut pas le bouger. Il ne peut pas le bouger. C'est la différence. 6 ans, c'est pas beaucoup. Au Kenya, ils ne sont pas. Au Kenya, c'est comme aux États-Unis, ils sont nommés à vie. Donc, Paul, excuse-moi, 2 secondes. Et le président, dans l'article, je crois, 92 du Code électoral, on parle de éventuellement renouvelable pour 6 ans. Ça dit que le président de 6 ans peut décider. Il y a éventuellement. Et il y a éventuellement. Donc il peut décider de ne pas renouveler. C'est pas le mauvais boulot, vous ne serez pas obligé de renouveler. Voilà. Mais il peut le faire. En guise de sortie, je voulais juste dire quelque chose de simple. Aller dans le prolongement de ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la culture politique à laquelle on a fait allusion depuis le début de l'émission, il est important qu'aussi bien les dirigeants que le peuple intégrions quelque chose qui n'est pas commun chez nous les Africains au sud du Sahara, c'est de penser au-delà de notre espérance de vie. C'est-à-dire que nous ne pensons que ponctuellement et nous ne voulons faire des choses que parce qu'elles nous profitent. Mais il faut penser aux générations qui viennent. Quel est l'héritage, ce que les anglophones appellent le legacy? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Est-ce que nous sommes là aujourd'hui avec l'intention de rentrer dans l'histoire? Aujourd'hui, toutes les personnes sur lesquelles repose un pays, l'idéologie d'un pays comme les États-Unis, sont des personnes qui sont décédées. On va vous faire allusion à Thomas Jefferson, à Martin Luther King, à Abraham Lincoln, à ces gens-là, parce qu'au départ, ils ont pensé à poser des actes et à bâtir une constitution qui n'intégrait pas forcément et qui allait au-delà de leur espérance de vie. Et c'est à ça que, pour répondre à ce que mon grand frère disait tout à l'heure, que les gens, on ne peut pas parler à quelqu'un qui a faim, il faut que la personne qui a faim se dise « j'ai faim aujourd'hui », mais est-ce que si je mange aujourd'hui, je vais manger tout le mois, toute l'année et les années à venir? C'est la question fondamentale. Robert Moutamba, c'est en guise de sortie. En guise de sortie sur ce sujet concernant entre les coups bas, trahison, conviction, la transhumance politique, je pense que nous sommes une société africaine avec nos us, nos coutumes, avec nos façons de voir les choses. La démocratie à l'occidentale, on ne peut pas faire du copier-coller. C'est-à-dire prendre exactement ce qui se fait aux États-Unis pour copier à 100% au Cameroun, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Quelqu'un a fait allusion à Obama qui a dit qu'on a besoin des institutions fortes, c'est vrai. Mais on a bien vu dans certains pays, chaque fois qu'on a enlevé ou tué ou démissionné des leaders forts, on a vu en Libye, on a vu en Irak, par-ci, par-là, où on a même vu au Zaïre, ancien Zaïre qui est devenu RDC, et quand ceux qu'on estimait, qu'on appelait dictateurs sont partis, on a bien vu que le pays a volé en éclat, malgré les institutions qu'il y avait. Donc je crois que... Parce que n'étaient pas forts, les institutions. Ils ont justement, ces dictateurs ont tout fait justement pour qu'il n'y ait pas d'institutions. Qu'est-ce qu'on appelle les institutions fortes? Parce que les institutions qu'on a dans nos pays, on a presque copié
ce qui se passe ailleurs, avec une légère différence. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons encore besoin, qu'on ne le veuille pas dans nos pays, des hommes forts. Et nous savons calquer la chefferie dans notre pays, on l'a calqué sur la chefferie traditionnelle. On est en 2019. Okay. Oui, on est en 2019. Je suis d'accord. Et on est à la télé. Je suis d'accord. Je veux dire que quoi, je m'explique. Vous savez, si le président Biya aujourd'hui dit c'est Paul Mahel mon successeur, je ne vous donne pas 6 mois. Il n'a pas à le dire. Non, il n'a pas à le dire. Les Occidentaux, on sait d'avance que si X n'est pas là, ça pourrait être Y ou Z. On le sait. Même si ce n'est pas écrit. Donc je veux dire par là que nous sommes une société qui a ses spécificités. Il faut en tenir compte. Je ne dis pas qu'on ne doit pas évoluer. Il faut prendre tout ce qui est positif ailleurs, adapter à ce qu'on a et faire et avoir notre ligne de démocratie sans forcément faire du copier à 100%. Tu dis que nous on est tellement bêtes, tellement des sous-hommes pour la démocratie, c'est pas bon pour nous quoi. Il faut qu'on retourne au système de chefferie. Non, nous sommes là à plein, pas qu'on retourne à contexte. Nous sommes là à plein. Et pour reprendre aussi le président de la République, le Cameroun, c'est mieux le Cameroun. Tout à fait. Non, ça c'est une phrase fourre-tout qui est inacceptable et connaît très bien le pays. Je suis d'accord. Je pense que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Hélas, qu'est-ce qu'il en fait de cette expérience? Pour le prix, finalement. L'expérience, c'est pour construire, c'est pour donner un meilleur avenir à ses concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez des collègues il se passe qu'aujourd'hui, le culte de la présidence, la révérence, l'allégeance, c'est ça qui forme le politique. Le président, sauf tout le respect, louange du président. sauf tout le respect que j'ai pour lui, le président n'a pas d'expérience pour gérer le pays. Il a de l'expérience pour se maintenir au pouvoir. Comment conserver le pouvoir? Ça, il sait le faire. Merci, monsieur. Comment gérer le pays aujourd'hui? Il ne voyage pas dans le pays, il ne connaît pas le pays. Il connaît très bien. Il ne voyage pas, il ne bouge pas. Il a eu le temps de voyager. Je retiens que nous tous, on a acté ces transhumants. Chacun a donné les raisons. C'est davantage débattu dans ce sens-là. Lui, l'exemple de la transhumance. Mais que ce demande beaucoup d'éducation et de formation politique. Transition, deuxième thème. Avant d'entamer ce thème, je voudrais rappeler que le MRC, le SDF ont annoncé des manifestations de masse, hein, si je peux le dire avec insistance. D'abord le 23 pour le SDF, donc ça doit être demain, et le 26 pour le MRC. Le MRC c'est d'ailleurs au-delà des frontières également, parce qu'on observe bien qu'en plus des manifestations qui ont été appelées pour soutenir ici, il y a la diaspora du MRC qui va se mobiliser aussi. Mais face à cette volonté des partis politiques de l'opposition, l'autorité administrative, pour ce qui est notamment du SIF, sous-préfet de Douala 1er et celui de Douala 5e, pour l'honorable Jean-Michel Nietzsche, par ailleurs président SIF pour le littoral, a souhaité donc faire ces manifestations pour dénoncer le fait que la CAN nous a été retirée et surtout demander qu'une commission d'enquête essaie de savoir exactement ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Alors, Jean-Marie Tchakui, entre autres, sous-préfet de Douala 1er, a donc interdit cette manifestation-là. Je suggère qu'avant qu'on entre dans le débat, d'écouter le sous-préfet Jean-Marie Tchakui. Pour les administrateurs auprès de qui l'honorable Jean-Michel Nietzsche a adressé sa déclaration de manifestation publique dans quelques artères des arrondissements de Douala 1er, Douala 3e et Douala 5e en date du 23 janvier 2019, l'objet est sujet au trouble à l'ordre public. Par conséquent, aucune autorisation ne peut lui être accordée. Compte tenu des risques réels de trouble à l'ordre public que ces manifestations peuvent entraîner dans notre circonscription, nous l'avons formellement interdit et l'intéressé a été notifié hier par exploit du dossier. Une marche qui doit avoir commencé à 13h un mercredi quand les enfants sortent de l'école va fortement perturber la circulation. Nous avons effectivement aussi interdit cette manifestation. Pour d'abord des raisons de risque pour la République qui sont véritables, mais également pour des raisons de risque de perturbation de la libre circulation des personnes et des biens.
D'après l'autorité préfectorale, l'action que veut mener le président régional du SDF pour le littoral n'a aucune base rationnelle, aussi bien sur le fond que sur la forme. Si nous devons même aller sur le fond, le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, nous a rassuré de ce qu'il s'agit d'un simple glissement de calendrier. Et les instances de la Confédération africaine de football l'ont confirmé. À partir de ce moment, vraiment, de mon point de vue, sur le fond même, c'est une manifestation qui est sans objet. Alors qu'une presse écrite, dans sa publication de ce mardi 22 janvier 2019, fait observer que Jean-Michel Nintieu n'entend pas se plier à cette décision de l'autorité territorialement compétente. Côté pouvoir public, on rassure quant au dispositif sécuritaire mis en place pour empêcher la tenue de cette marche. Et tous les dispositions sont prises pour que cette interdiction soit respectée. Et toute personne qui voudra bien braver cette interdiction fera face à la rigueur de la loi. La loi prévoit les sanctions qu'encourt toute personne qui viole une interdiction de manifestation ou de réunion publique. Toutes tentatives d'avoir la réaction de l'honorable Jean-Michel Nintieu au téléphone ont été vaines. Notre arrivée dans ces locaux administratifs en cet après-midi n'arrangeront non plus les choses. Le propriétaire des lieux n'y est pas. Seul en poste, le secrétaire, et qui, sous un air pas très rassurant, indique que son patron sera au bureau vers 12 heures. Sauf que, même à cette heure, l'honorable Jean-Michel Nintieu n'est pas joignable. Alors, un reportage très édifiant de René Narcisse Moto, de la rédaction centrale de STV, vraiment édifiant, qui a pu mettre autour de la table tout au moins les 3 sous-préfets concernés, parce qu'il faut le dire, Jean-Michel Nintieu a fait des demandes d'autorisation dans 3 arrondissements, dans la première, dans la troisième. C'est un tiercé perdant finalement. Il y a un rectificatif important qu'il faut qu'on apporte tout de suite à l'endroit de nos téléspectateurs. Quand on veut tenir une manifestation publique, on ne demande pas l'autorisation. On est la manifestation mais il fait une déclaration. La manifestation publique n'est pas soumise à autorisation, elle est soumise à déclaration. C'est-à-dire que vous informez l'autorité administrative qu'en telle date, je vais tenir une manifestation publique à tel endroit. Si c'est une marche, comme c'est le cas, voici l'itinéraire que nous comptons emprunter. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il est possible que le sous-préfet vous dise que compte tenu d'un certain nombre de raisons qui sont X ou Y, vous ne pouvez pas tenir votre manifestation dans ce cadre-là, ou alors vous pouvez la tenir dans ce cadre-ci ou dans ce cadre-là. Mais on n'a pas besoin de demander l'autorisation du sous-préfet pour tenir une manifestation publique. Moi, je pense que le droit de manifester est garanti par le préambule de la Constitution. Je suis stupéfait qu'aucun de ces administrateurs civils ne comprenne qu'il s'agit là d'une liberté fondamentale. Le préambule de la Constitution garantit aux citoyens camerounais le droit de communiquer, la liberté d'expression et effectivement le droit de manifester. En plus, et Paul Maël l'a rappelé, la loi du 19 décembre 90, barre 55, dispose clairement qu'on est passé du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. On n'a même pas besoin de récépissé. À partir du moment où vous avez déclaré votre manifestation avec le but, l'itinéraire, l'heure, la date, etc., les 3 garants qui organisent la manifestation, eh bien, les forces de sécurité doivent vous être octroyées pour encadrer la manifestation. C'est aussi simple que ça. Quand on écoute ces 3 administrateurs civils, on se rend bien compte qu'ils se sont passés le texte. Ils disent exactement la même chose. C'est assez risible. Donc, on nous agite à chaque fois le motif du risque de trouble à l'ordre public comme une espèce de rengaine complètement éculée et dépassée. Donc, moi, je dis simplement que à force d'empêcher les manifestations paisibles et pacifiques, on en viendra forcément à pousser les gens au bout. Parce qu'on ne peut plus manifester quand on est opposant dans ce pays sans effectivement transgresser soi-disant leur interdiction. Leur interdiction est basée uniquement sur le fait que la demande vient de l'opposition. Donc on ne peut plus exercer nos libertés collectives. Alors je voudrais lire 1 ou 2 articles du texte de loi
qui encadre cette actualité-là, la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Dans son article 8, les manifestations publiques sont soumises à obligation de déclaration préalable dans tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les manifestations sur la voie publique. On a dit déclaration préalable. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que article 8, parce que là on est dans le chapitre 3 des manifestations publiques, article 6 sont soumis. Donc maintenant dans l'article 8, il est dit le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement le récépissé. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut par simple requête saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans les délais de 8 jours. De sa saisine, les parties entendues en chambre du conseil, cette ordonnance et ce type de recours, évidemment, dans les conditions de droit. Vous voyez très bien que jamais on n'a signé un autre lieu, jamais, à aucun moment. Depuis des années, on n'a signé jamais un autre lieu. Et en plus, les réponses, entre guillemets, sont apportées souvent la veille de la date prévue. Donc ça veut dire que l'intéressé n'a même pas le temps de faire un recours devant le tribunal administratif. Ça pose un problème. Et j'ai écouté le sous-préfet de Douala 3e. Il dit on va mettre en place un dispositif sécuritaire pour empêcher que la manifestation se tienne. Pourquoi si on a un dispositif sécuritaire, on ne le met pas en place pour encadrer la manifestation? C'est possible. Et en plus, ici, dans ce pays, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, il y a deux termes qui ne veulent rien dire du tout, mais dans lesquels on peut mettre tout et n'importe quoi. Trouble à l'ordre public, c'est quoi trouble à l'ordre public? Deuxième chose, on vous dit atteinte à la sécurité de l'État. C'est deux choses qui ne veulent pas dire grand chose, mais dans lesquelles on peut mettre tout et n'importe quoi. Par contre, je peux vous dire avec assurance, et personne, ce n'est pas mon grand frère Robert qui va me démentir, si le canton d'Eïdo dit demain que vendredi nous allons organiser une marche pour remercier le chef de l'État d'avoir maintenu le ministre d'État Laurent Isso au pouvoir, cette marche aura bel et bien, le personne ne vous dira plus qu'elle ne perturbe pas la circulation tout dans l'ordre public. C'est laisser à l'autorité justement le pouvoir d'apprécier le tout dans l'ordre public. Si le canton d'Eïdo a l'habitude d'organiser des manifestations sirènes, Robert Mouté. Moi je veux dire une chose, je pense que on connaît les acteurs politiques. Nietzsche, à Douala, on le connaît tous. Depuis que les étudiants sont partis le rap, depuis le SDF, il a toujours été quelqu'un de violent. Je l'ai dit gentiment, l'honorable Nietzsche, c'est bien que j'ai contrôlé. Vous direz de lui qu'il était un voyou politique? Non, c'est pas un voyou politique, mais c'est quelqu'un qui aime bien quand il y a du choc, parce que c'est là-dedans qu'il puise son énergie, dans le choc. Vous savez, quand il fait ses manifestations, il a toujours moins deux plans, un plan B ou parfois un plan C. Et ceux qui rentrent derrière lui, parfois se retrouvent plus dans le piège, vous cherchez Nietzsche, vous ne le trouvez pas, il est déjà parti. Donc c'est pour dire que, moi je pense que le problème qu'il y a, c'est un gros problème d'incompréhension dû à la mauvaise interprétation des textes. Parce qu'il y a une interprétation des politiques, il y a une interprétation de l'administration. Et moi, laissez-moi parler. À une certaine époque, non, écoutez-moi, je vous ai écouté. À une certaine époque, j'ai raisonné un peu comme Célestin, comme Paul. Vous étiez dans l'opposition? Non, j'étais au DPC, mais je ne comprenais pas, par exemple, que... parce que dans cette histoire, il y a une notion de public-privé. Domicile public, domicile privé et dans les lieux publics. Et il y a une grosse nuance dans cette histoire-là. Moi, j'ai organisé des manifestations chez moi, je ne veux pas la nécessité de faire la déclaration. Ce qui me paraissait normal. Mais je ne regroupais parfois 1500, 2000 personnes dans ma concession, et ça se passait bien. Mais le préfet, qui était à l'époque, il est en ce moment préfet de la Sanaga maritime du Kosovo, Zemefit, qui était préfet du Mbamenoubou, m'appelle à la veille d'une manifestation que je voulais, il me dit, bon voilà, je vais t'expliquer cette histoire de déclaration. La déclaration, quand on l'a fait, ce n'est pas parce que on veut seulement informer l'autorité qu'on va organiser une manifestation chez soi, à domicile. Il faut noter que le domicile est fait pour un objet précis. Héberger vous-même, votre famille et vos proches. Mais non. Le domicile, mais laissez-moi, je vous explique. Le domicile, à partir du moment où vous faites venir d'autres gens qui ne sont pas
affectés à ce domicile. Ça peut être des journalistes, ça peut être les populations parce que vous voulez faire des choses à votre compte. Ça devient un lieu public. Ça change de dénomination. Mais je vous dis, écoutez, ça va vous aider à éviter justement de faire. C'est son interprétation. Merci Benoît. Merci, c'est son interprétation. C'est eux qui décident son interprétation à lui. Écoutez, c'est son interprétation pour comprendre pourquoi justement il y a cette incompréhension. Le domicile est le vôtre. Personne n'a le droit de violer votre domicile. Sauf sur l'instruction du procureur qu'on a besoin de... Bon, maintenant, à partir du moment où vous invitez des journalistes, des populations chez vous, parce que vous organisez, je ne sais pas quoi, normalement, vous devez faire la déclaration. La déclaration a pour objectif d'amener l'autorité administrative à savoir qu'il y aura une forte population dans votre domicile, avec des risques. Il peut y avoir des gens qui viennent et ont déjà bu un peu plus, des risques de bagarre et autres. Le sous-préfet apprécie et peut envoyer même des policiers sans demander votre avis. Son rôle, justement, quand vous faites la déclaration, c'est qu'il prenne les écoutez d'abord ce que je vous dis. Vous allez réagir après. Je vous dis ceci. Votre domicile au départ est privé. Personne ne doit le violer. Maintenant, vous organisez une cérémonie chez vous, une réception. C'est bien de déclarer. Pourquoi? Parce que le sous-préfet apprécie. Si ce type de réception peut entraîner des risques, des problèmes, il ne vous demande pas votre avis, il vous envoie les policiers, les gendarmes pour encadrer, pour sécuriser. Et en cas de problème, ils seront les témoins vivants de ce qui s'est passé là-bas. Donc maintenant, dans le lieu public, Robert, on a plein d'interprétations et l'interprétation je vous ai écouté. Les lieux publics sont ouverts à tout le monde. Ok? Et quand vous voulez faire une marche, comme l'honorable Niti vous fait la marche, on doit s'assurer que la marche ne va pas perturber les autres qui ont besoin de vaquer à leurs occupations. Si maintenant la marche est programmée mercredi à 13h, au moment où les enfants sortent des écoles pour entrer, ou que vous êtes sûr que déjà que la circulation n'est pas assez fluide à ce moment-là, il faut maintenant mettre toute une marche comme celle-là. Ça va empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent faire. Parce que tout le monde ne veut pas marcher. Il y en a qui vont à leurs occupations. Donc, je pense que quelque part, il y a un gros problème d'incompréhension entre l'interprétation politique qui lui pense que parce qu'il a déclaré, il n'a plus rien à faire et on doit respecter ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'on parlait, Paul a dit tout à l'heure qu'on vous donne les autorisations, je crois que c'est à 1 ou 2 jours. Oui, mais vous demandez quand? Si vous savez que vous allez faire votre demande, prenez suffisamment de temps, demandez avec beaucoup plus de temps avant, d'avance, de manière à ce que si c'est refusé, vous fassiez le recours. Ok? Maintenant, vous allez donner à 4, 5, 6 jours de la manifestation et l'autre vous donne la veille, vous ne pouvez rien. Moi, je pense que c'est un problème d'incompréhension. Et comme on connaît certains acteurs politiques comme Nietzsche et d'autres, qui sont des gens qui s'agitent beaucoup, on sait qu'il ne fait pas parce qu'il veut à tout prix marcher, mais il veut exister. C'est sa manière de faire pour être vu, et c'est comme ça qu'il fait. Mauvaise interprétation pour cette intention. Non, mais on le connaît, Je relance Benoît avec... Il a un passé, on le connaît. Je relance avec un extrait du sous-préfet de la 5e, Zacchaeus Bakoma, qui dit qu'à 15h, les enfants seront certainement en train de rentrer de l'école. Mais bien sûr, il a raison. Et il ne faut pas que les politiques qui marchent dans le pays... Pourquoi Nietzsche ne met pas ça dimanche, samedi, le aurait mettre ça samedi ou dimanche? Et quand on met samedi, c'est pareil. Benoît la parole. C'est quand même... C'est surréaliste. Moi, je ne comprends pas que vous ne comprenez pas. Benoît, vous avez été moulé dans le système. Si vous aviez fait les NAM, je vous aurais pu coller de pouvoir. Non, mais je ne comprends pas que les dégâts est aussi un vous êtes politicien plutôt. Voilà deux polytechniciens. On ne déclare pas. Mais c'est normal quand le domicile est utilisé dans son objet, c'est normal. Quand vous appelez les journalistes, c'est tout ça. Je ne vous l'ai pas dit, c'est un autre promotionnaire de Polytech aussi. Ok, on va l'écouter maintenant. Je vais donner une autre version de l'interprétation. Moi, j'ai essayé de comprendre pour l'autorité administrative. Je sais pas si chacun de vous a essayé de le faire. Oui, parce qu'ils ont quand même une interprétation qui est logique, qui a du bon sens. Je voudrais simplement dire que cet élément que vous avez diffusé là est surréaliste. Franchement,
C'est surréaliste. Je rappelle pour ceux qui nous prennent la journée pas que vous venez de la France, oui. où en ce moment les gilets jaunes, tu veux dire qu'on mobilise 50 000 policiers, gendarmes, il rappelait juste. Et effectivement, moi je suis au Cameroun. Elle est pire que surréaliste. Tout à fait. C'est vraiment, c'est incroyable. Et je note tout le mal que vous avez. Non, je n'ai pas eu de mal. Je m'empêchais de parler. Cher Robert, le mal que vous n'avez pas parlé. Cher Robert a justifié ou a placé les mêmes éléments de langage que les sous-préfets. Je vous soupçonne en fait de maltraitance avec l'autorité administrative. Ils ont raison. Mais pour revenir peut-être au débat de tout à l'heure, Paul Baël disait que les sous-préfets, le RDPC, c'est souvent pour des je reprends Paul Baël, je ne dis pas moi. Parce que ces perturbations, il y a un de doigts là seulement. Dans l'aide, on y arrive. Non seulement c'est les individus. Non seulement c'est dans les individus, mais c'est très souvent les mêmes partis politiques qui sont concernés. On en parle tout à l'heure. Écoutons d'abord Benoît. Non, mais moi, au-delà de tout ça, moi je note tout simplement que on parle d'incompréhension. Ça fait quand même des années que c'est incompréhension. Tout à fait. Les gens font exprès. Alors, il est temps de clarifier tout ça. Qui peut le clarifier? Est-ce qu'il faut un texte? Est-ce que ce texte-là n'est pas suffisamment clair? Ou est-ce qu'il prête à interprétation de la part de l'autorité administrative qui a finalement la dernière décision et peut-être, entre guillemets, abuse. Donc peut-être faudrait-il se pencher, définitivement sur ce point-là. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays dit démocratique, empêcher les manifestations. Et d'autant plus que quand une manifestation du parti au pouvoir, comme l'a relevé Paul Célestin, quand une manifestation du parti au pouvoir est déclarée, est annoncée, elle a lieu, elle est autorisée. Tout à fait, parce que généralement, c'est que l'on est discipliné. On sait que nous, tu n'es pas discipliné. On a vu justement les autres partis comme le MRC être cueillis dans le siège de la partie qui a un lieu pour le coup public. Non, ça devient public. Mais justement, vous tombez sur cette définition-là. Le siège de MRC devient public quand d'autres formations. Qui le dit? C'est l'interprétation de l'administration. Nous parlons de texte, nous parlons d'interprétation. Pour laquelle il faut communiquer. Les administrateurs, les sous-préfets doivent communiquer. Pour leur expliquer leur façon de lire ces textes. Laissons Benoît. Je voulais simplement dire que voilà, le président de la République a dit, je ne sais plus en quelle année c'était, s'il y a un héritage qu'il veut laisser au Cameroun, c'est la démocratie. 88. Et j'ai le sentiment que les autorités administratives sont en train de dévoyer cet engagement-là. Donc vraiment, si je peux me permettre, les autorités administratives doivent vraiment respecter l'engagement du président. Celui de faciliter, de permettre l'expression de la démocratie. Et les manifestations font partie de cette expression-là. La France doit nous parler, ailleurs ça doit nous parler. C'est pas parce qu'on laisse les partis d'opposition manifester qu'il y aura toujours les casses. Il faut encadrer les manifestations. Et c'est ce qu'on attend des autorités administratives, c'est ce qu'on attend de la police, qui sait le faire, qui sait très bien le faire. Notre police est compétente. Pourquoi on ne met donc pas à contribution la police pour encadrer ces manifestations-là? Mais justement, Célestin, puisqu'on emprunte à ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'au sein des partis politiques, il n'existe pas des structures, des organes chargés d'assurer un minimum de sécurité, des personnes qui évidemment défilent, mais aussi des biens qui sont tout au long du trajet? Bien sûr, vous l'avez connu au sein du SDI, il y a un service d'ordre qu'on appelle les vanguardes. Il y a au sein du MRC un service d'ordre également pour sécuriser, éviter l'infiltration de casseurs, etc. Mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat, c'est sur le comportement, la posture et la manière d'agir de l'administration.
Ils se sont passés le mot quasiment, parce que c'est toujours la même rengaine. Risque de troubles à l'ordre public. Tout le temps. Et je vous une parenthèse, d'ailleurs, en vérité, c'est un motif fou. À Bafan, le sous-préfet qui interdit la manifestation de l'UMS dit que le siège de l'UMS n'est pas à Bafan, que leur maire qui est incarcéré n'est pas incarcéré à Bafan, et que le ministère de la Justice, parce que les militants de l'UMS voulaient dénoncer l'interpellation du maire Kwemo, et que le ministère de la Justice n'est pas non plus à Bafan. Ça veut dire que ces préfets se transforment en juges de... en juge d'opportunité d'une manifestation. Leur devoir, c'est de recevoir des déclarations et de prendre acte et d'envoyer, comme l'a dit tout le monde sur le plateau, sauf Robert évidemment, n'est-ce pas, les forces de sécurité pour les encadrer. Je rappelle qu'un domicile privé, de par la loi, de par la constitution du Cameroun, est inviolable. Si je fais un anniversaire chez moi, je peux inviter 10 000 personnes, ça me regarde. S'il y a un trouble, une rixe, j'appelle la police. Mais je n'ai pas à déclarer le nombre de personnes chez moi. Et la police n'a pas rentré chez moi sans mon autorisation. Comprenez? Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Pourquoi le Cameroun ferait-il exception? Bon, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on est en train de faire germer, n'est-ce pas, vraiment les critères d'une manifestation violente pour le lendemain. Et je ne veux pas qu'on en arrive là. Parce qu'à force de systématiser le refus, quand la demande vient de l'opposition, eh bien, la voie est toute ouverte pour les révolutions et même des insurrections. C'est ce à quoi on est en train d'aboutir aujourd'hui. Parce qu'en vérité, que ce soit Nietzsche le fait beaucoup plus à titre personnel qu'au titre de son parti. Bon, ça c'est un détail. C'est un détail. Non, c'est vous qui l'avez pas dit. Je dis qu'on doit respecter le droit constitutionnel de chaque Camerounais, de chaque parti à manifester. Prenez le cas du MRC. On n'a jamais autorisé une manif du MRC. La dernière en date ou l'avant-dernière en date, quand le professeur Kamto, son excellence Kamto, revient d'Addis Abeba, la police, elle est prise à son piège. Donc les militants viennent davantage l'accueillir. On n'a pas besoin de déclarer une manifestation, comprenez. Mais quand on prend le soin d'aller vers la sous-préfecture et déclarer, ben c'est niet automatique. Ça, ce n'est pas une mesure administrative, c'est-à-dire que c'est un comportement politique, et venant d'un administrateur civil, c'est assez désolant. Donc moi, j'aurais dit que nous basculons aujourd'hui dans un système d'acharnement politique contre les partis politiques d'opposition. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, l'article 1er du premier amendement dit que le droit de manifester est un droit fondamental et un contre-pouvoir. Donc c'est essentiel. La France est pareil. Aujourd'hui, bon, peut-être qu'on va légiférer sur les casseurs. Ça, c'est normal. On ne manifeste pas pour casser. On manifeste pour exprimer publiquement avec ses amis, avec ses camarades. Il y a des risques de casse aussi. Non, la police fait quoi? Les gendarmeries fait quoi? Ils sont payés pour quoi? Le risque. Ils sont payés pour... En plus, dans ces parties-là, il y a des services d'ordre, comme l'a demandé d'ailleurs Dibita tout à l'heure. Donc moi, je dis qu'il y a une volonté politique de museler l'opposition par tous les moyens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1992. Donc en vérité, ça se fait au mépris des lois de 90, parce qu'en vérité, les lois de 90 reviennent justement sur l'autorisation qu'on a dit pour Marais tout à l'heure, pour dire que désormais, on est passé en démocratie, et là, ce n'est pas vrai sur le terrain, donc il faut plutôt passer vers le régime de la déclaration. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les préfets, les sous-préfets disent tout et n'importe quoi. Je ne sais même pas si ça ne s'écoute pas. Vous direz, Paul, que les sous-préfets sont frileux du fait ils sont aux ordres de ce qu'ils sont nommés par le président de la République. Le vrai terme, c'est qu'ils sont aux ordres. Première chose, ils sont aux ordres. Moi, je peux même vous dire, je vais aller jusqu'à vous dire, pendant la campagne présidentielle qui s'est achevée, nous, on est allé pour tenir des réunions dans certains arrondissements où le sous-préfet vous dit ouvertement: ici, cette ville appartient au président Biya, on n'a pas besoin de l'opposition ici. Je vous le dis clairement. On a été à Obala où le sous-préfet vous dit, il ne se cache pas, il vous le dit publiquement, que Obala appartient à Paul Biya. On ne veut pas de l'opposition ici. Qu'est-ce que vous faites qu'il ne faut pas son temps? Moi, je vous le dis. J'ai cité celui-là. J'ai cité celui-là de les autres. Non, je vous dis, il nous l'a dit. Ici, il faut le sanctionner. Le Obala appartient à Biya. Et on a eu plusieurs autres arrondissements où on a eu le même discours venant des autorités administratives. Ce qui se passe, Robert, il faut justement que nous sortions de l'interprétation. Moi, je travaille dans l'événementiel. J'ai souvent eu à organiser des manifestations publiques. Ça peut être des concerts, ça peut être des marches sportives. Quand vous organisez un événement public, vous adressez une déclaration au sous-préfet. Le sous-préfet
dans le récépissé, sur le récépissé des déclarations de manifestation qu'il signe, il met en ampliation le commandant de brigade et le commissaire de sécurité publique, auquel il donne instruction de prendre des dispositions sécuritaires qui s'imposent pour la tenue de la dite manifestation. Avant votre manifestation, vous avez une séance de travail avec le commissaire de sécurité publique qui, à un moment donné, peut vous dire que non, pour votre marche sportive, comme c'est tel jour, je vous suggère que dans l'élaboration de l'itinéraire, pour une meilleure fluidité, évitons cet accès-ci, passons plutôt comme ça, ou alors faisons ceci. Et vous travaillez et quand ce qu'on appelle trouble à l'ordre public, c'est quoi? C'est effectivement qu'au cours d'une marche, des casseurs peuvent s'infiltrer. L'objet de la marche, comme l'a dit Célestin, n'a jamais été ça, mais effectivement, il peut y avoir des gens, puisque une manifestation, vous n'invitez pas les gens. Les gens s'invitent, c'est-à-dire que même au cours du trajet, quelqu'un, la marche passe devant chez lui, il décide de s'infiltrer. Des casseurs peuvent s'infiltrer. C'est pourquoi on demande aux forces de maintien de l'ordre de prendre des dispositions nécessaires. Ça veut dire que dès qu'ils commencent à avoir des casses, ils ont les moyens pour stopper soit les casseurs, soit alors stopper la manifestation en elle-même. Mais vous ne pouvez pas, sur la base de procès d'intention, dire que, oh, monsieur Nietzsche, on le connaît, il est ceci, on interdit sa marche. Mais d'accord, vous interdissez celle de monsieur Nietzsche, vous avez autorisé laquelle? Laquelle? Oui, ok, pardon, je te le conseille, Robert. Nietzsche, c'est un voyou, il est bien violent. On a interdit celle de Nietzsche. Dis-moi, quelle manifestation de l'opposition a été autorisée? Toutes sont systématiquement interdites. Notez une chose, pour la simple et bonne raison que dès que vous envoyez votre déclaration, dans le prochain BQR, c'est inscrit, ça arrive chez le préfet, ça arrive chez le gouverneur, ça arrive chez le MINAT. Et nous savons qui est le MINAT, et nous savons qui est le MINAT aujourd'hui. Donc ça fait automatiquement. Le MINAT parfois va dans l'autre sens. Moi je peux vous prendre un exemple ici. Que je vous dis juste au Cabral, dis-moi une manifestation qui fait son meeting au SICAM, le sous-préfet avait l'ignette, le MINAT a dit pourquoi? Je n'ai pas lu. Mais pourquoi? Pourquoi il y a un violon par la suite? Non, c'est le MINAT qui a intervenu. Non, mais pourquoi le MINAT a intervenu? Parce que, non, c'est pas parce qu'on lui a dit que je fais partie de ceux qui l'ont informé. Non, c'est que le MINAT, le sous-préfet est déjà formaté à dire non. Quelle que soit la période. C'est un réflexe. À l'ENAM, il y a le premier, il y a le dernier. Donc c'est normal que le dernier sont encore. Je ne parle pas de je dis ceci. Comme par toi, le premier et le dernier. Si c'est un dernier qui est incompétent, attendez, gouverner c'est anticipé. Si c'est un dernier qui est incompétent au filet, il va penser genre. Je veux savoir, comment vous expliquez, vous justifiez ce décalage de compréhension entre l'administration et les partis politiques? Très bonne question. Je vous donne une réponse très simple. Il y a absence de communication entre les deux partis. Moi, je pense que si chaque sous-préfet peut convoquer les hommes politiques de son domaine, de sa zone de compétence, et leur explique leur façon, leur interprétation des textes, et que les autres en face répondent, ils échangent, au sortir de cette réunion, je peux te garantir qu'il y aura très peu de... Robert, c'est des petits roitelets qui ne reçoivent pas n'importe comment. Justement, il y a aussi des gens dans l'opposition qui les regardent du haut. Ça peine à recevoir. Justement, à l'observation, on a davantage le sentiment que l'interprétation de l'administration est antidémocratique. Non, elle n'est pas antidémocratique. Elle a beaucoup de bon sens. Puisque le principe, c'est de laisser manifester. Non, l'interdiction doit être une exception. Le principe n'est pas de laisser manifester. Le principe, c'est de déclarer pour informer l'autorité administrative de ce qui va se passer. Maintenant, l'autorité, dans sa position, comme l'a dit Paul, informe ses collaborateurs, commandants de brigade, commissaires et autres, qui vont apprécier la dangerosité ou non de la manifestation. Et quand ils apprécient, s'ils pensent que c'est une manifestation qui a des risques de troubles à l'ordre public, ils envoient les gens encadrés. Je vais dire encadrés. Mais là, ils ont des excuses. J'en viens maintenant. Comme le Nietzsche, c'est quelqu'un qui prise sa force dans le désordre. Et il est reconnu à Douala depuis des années. Nous sommes ici, on le connaît. Moi, je me souviens aussi de l'interdiction de la manifestation qui devait avoir lieu à Bépandre Omnisport. Regardez, remarquez qu'il choisit un mercredi. Pourquoi il ne fait pas ça le week-end? Pourquoi il ne met pas ça un week-end où les enfants ne vont pas à l'école? Choisir un mercredi. Non, je crois que ce monsieur, on le connaît bien. Et nous, on a remarqué que depuis qu'il était président du RAP,
Je vous ai lancé la question. On a interdit celle de Nietzsche. Dites-moi, celle de quel leader de l'opposition a été autorisée? Qui a demandé? Comment ça se fait? a demandé. Le 27 octobre 2018 à Omnisport, on a demandé une manifestation. Quel parti? Évidemment. C'est de quel parti je suis? Je ne sais pas si c'était avant ou après. Je crois que l'intention, si c'était un parti. Des partis qui ont manifesté ont développé ce côté de citoyen. Dans ce côté où il faut faire l'agitation pour être vu. Ah, d'accord. Quand vous voyez mettre un docu qui va rentrer dans un caniveau parce qu'elle veut se faire filmer dedans. Quand il va revenir demander, on va lui dire parce que vous cherchez autre chose. Chercher des raccourcis. On n'est pas rentré dans un caniveau. Molesté et bousculé. Non, je vais être court, vraiment. Non, je crois qu'il y a un point de communication pour essayer de réduire. Si vous permettez, je vais être vraiment court parce que je pense qu'on a fait un peu le tour. Tout cela est de nature à crisper je vais dire le paysage politique. Ou même à braquer les gens. C'est-à-dire, comme disait Célestin tout à l'heure, à force de demander pacifiquement, comme le prévoient les textes, et de ne pas trouver réponse en face, il y a un risque, il y a un vrai risque que les gens utilisent d'autres moyens qu'on peut ne plus maîtriser. Donc moi je souhaite vraiment que l'autorité administrative à ce niveau-là évolue. Parce que c'est la même rencontre. Moi je pense. Oui, c'est une piste. Peut-être les rencontres. Voilà, les rencontres. L'association. Ah, oui, merci. L'association, je viens de le dire que faisons-le de la zone de compétence et changer. Oui, faisons-le. Comparer le texte, fera déjà réduire sensiblement. J'espère donc, cher Robert, que vous ferez un petit mot, une proposition. Voilà, au MILAT, dans ce sens, qui est le patron des sous-préfets, dans ce sens-là, pour créer ce lien-là. Parce que ça se crispe et ça se tend. Tout à fait. C'est le sentiment qu'on a. Et l'autre, je voudrais juste chuter par là, c'est que les populations aussi ont le sentiment que ça ne sert plus à rien de manifester, puisque on va être interdit. Et ça l'opposition. Donc ça décourage énormément les populations qui sont vraiment intéressés par la politique. On l'a encore vu pendant la dernière élection présidentielle. S'ils ne peuvent pas manifester, s'ils ne peuvent pas se rassembler normalement, les populations sont revenus parce qu'il y a de nouveaux leaders. Les anciens sont grillés. Oui, bon voilà, il y a les nouveaux leaders. Mais qu'est-ce qu'on met donc autour de ça? Donc moi je dis il y a un vrai risque à ce niveau et il est temps de faire respecter le vœu du président de la République de laisser ce pays comme un pays démocratique, avec tous les attributs qui vont avec, le droit de manifester, d'accord, entre autres, qui est très important, et pour qu'il rentre finalement dans l'histoire. C'est important, évidemment, le juge administratif faut être saisi. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la loi dit entre 15 et 3 jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il se passe qu'effectivement, même si certains demandeurs font les demandes assez tardivement, il n'en reste pas moins vrai que l'administration devait exiger de la part des demandeurs que la demande soit faite suffisamment tôt pour qu'elle soit notifiée, s'ils veulent notifier, afin que les demandeurs puissent faire un recours devant la tribunal administratif. Ce n'est pas le cas. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'une voie qui est claire n'a pas besoin d'être interprétée. On n'a pas besoin de rencontre entre l'administration. Mais toujours son esprit, non? Mais l'esprit, non. Là, dans le cas d'espèce, on dit que les manifestations se passent sur la voie publique de manière collective ou les lieux ouverts au public. Les domiciles privés ne sont donc pas concernés, quels que soient ceux que vous invitez, malgré les exégèses un peu acrobatiques de Robert. Ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, il y a une volonté politique de museler. Nous sommes en dictature. Il ne faut pas croire que c'est une question juridique. Non, ce n'est pas une question juridique. C'est une question qui est d'abord, comment dirais-je, politique. On a vu tout à l'heure le reportage de STV avec les préfets qui parlaient comme les 101 dalmatiens, c'est-à-dire qu'ils se répétaient le même mot. C'est assez effrayant quand même. Je veux dire que c'est comme s'ils étaient passés le texte, ils récitent.
Et certains même tiennent des propos insensés, complètement insensés. Les enfants ont sorti de l'école, mais évidemment, tous les jours, les enfants sortent de l'école. Donc, je dis qu'il n'y a pas dans la loi, on n'a pas donné un jour précis pour qu'on manifeste ou qu'on ne manifeste pas. La question, c'est de respecter les lois. Alors, parce qu'elle vient de l'opposition, elle ne doit jamais être implémentée. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut être sérieux. Et d'ailleurs, reprenez le code pénal, en dehors même de la Constitution, qui garantit le droit de manifester. C'est une liberté fondamentale, hein, que les policiers, les gendarmes oublient, que les préfets oublient, que les sous-préfets oublient. L'article 132 et 146 du code pénal répriment toutes les forces de sécurité, les fonctionnaires, entre guillemets, qui portent atteinte aux manifestants. Donc j'ai le droit de manifester sans casser. Le droit à la manifestation pacifique est un droit qui est garanti par la loi. Et d'ailleurs, je rajoute que le Cameroun a signé plusieurs conventions internationales. Hein? Il n'est pas le seul pays, parmi lesquels le pacte civil des droits civiques et politiques, que le Cameroun a ratifié en 1978. Alors ça même, on ne les respecte pas. Le Cameroun les a intégrés dans sa législation nationale. Donc c'est une obligation. Moi je dis, j'en appelle aux manifestants, même si on interdit entre guillemets votre manifestation. Non, parce que c'est illégal. Le comportement des préfets est complètement illégal. Mais Célestin, on n'a pas à interdire, on a à prendre acte. Sauf à si une seconde. On a si d'être précis. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut par simple requête saisir le président du tribunal de grande instance. C'est vraiment la grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de la saisine. Les parties entendues en chambre de conseil. Ce que je veux dire, on interdit à quel moment vous n'allez pas cette antenne de manquer de population. On ne peut pas, depuis au moins 26 ans, accepter, n'est-ce pas, les mêmes pratiques qui reposent avant tout sur l'illégitimité. Non, on en parle comme un sujet de blague, mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je veux d'abord rebondir sur ce que Benoît disait tout à l'heure, qui parlait des populations qui sont découragées. Non, elles ne sont pas découragées, les populations. Elles sont effrayées. Parce que quand vous dites aux gens, j'organise une manifestation publique, la première chose que les gens vous disent, c'est dans une place télé là-bas, la matraque que tu vas sentir. C'est le premier réflexe, Robert. C'est le premier réflexe. Et que vous dites aux gens, non, les populations ne viennent pas parce qu'elles savent d'abord que la règle, c'est devenu l'interdiction, l'autorisation, c'est l'exception. C'est-à-dire que quand vous venez avec une autorisation de manifestation, c'est devenu aujourd'hui un sésame précieux. Je vais vous expliquer pourquoi la population ne vient plus. Et même une seconde pour l'expliquer. Une cérémonie organisée ici à quoi, par le même Nietzsche là, ok, l'honorable. Il avait il n'y a pas de problème. Il vient identifier la zone avant tout seul pour voir par où il va fuir en cas de danger. Et il a abandonné la population à quoi? Il a pris des passages où même les policiers ont eu peur de l'entrée. Parce qu'on a compris qu'il a identifié ce passage avant pour qu'on plan B pour fuir. Elle a foutu la merde. C'est quand vous partez à un meeting, vous voyez le leader qui vous a invité disparaître et vous ne revenez pas. Vous dites, ok, Nietzsche lui il est connu. On le connaît bien. Et vous dites aussi que le MLC, Michel Locke a l'habitude de faire. Elle est de temps en temps sur le carreau aussi. C'est très caricatural. De mon modeste point de vue, ça fait partie de la culture politique et de l'éducation démocratique dont on parle depuis le début de l'émission. Il est important. Il y a quelque chose qui paraît anecdotique, mais qui est fondamental dans ce pays. On est petit à petit en train de mettre dans l'imagerie populaire que les opposants au régime de Biya détestent le Cameroun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous critiquez le régime, vous êtes un ennemi du Cameroun. Vous faites partie d'un complot, comme aujourd'hui la théorie du complot, vous faites partie d'un complot visant à déstabiliser le pays. Mais ce n'est pas le cas, Robert. Le Cameroun, comme tous les pays du monde, a besoin d'une opposition, a besoin d'un contre-pouvoir. Sinon, ça va à vos noms. Sinon, même vous-même qui êtes au sein du régime, c'est pourquoi aujourd'hui, toi et certains de tes camarades, vous définissez comme étant les modernistes et les progressistes du RDPC. Bon, certains de tes camarades vous définissent comme étant des modernistes et des progressistes. C'est parce qu'il faut partout qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et c'est ce contre-pouvoir qui s'exerce aujourd'hui. Les sous-préfets qu'on a vu parler, ils ne sont pas au service de M. Biya.
ils sont au service de la République du Cameroun. C'est des sous-préfets, de toi qui es militant du RDPC, de moi qui suis du Nord, de Célestin qui est... Vous avez dit que si moi au pouvoir demain, ces sous-préfets seront dans le Nord. Mais ce n'est donc pas logique. C'est comme ça. Ce n'est pas logique. Acceptez la réalité. Ils doivent rester Ça revient donc à ce que je dis, il faut une éducation politique. Et l'administration, autant que le peuple en a besoin. J'ai même envie de dire que l'administration en a plus besoin que le peuple. Ça ne sert à rien. On aurait pu bien dire à M. Nietzsche, écoutez, votre manifestation, vous partez du rond-point d'Aïdo, vous arrivez à la place des fêtes à Bonanjo. On met un dispositif sécuritaire. Pour quelque chose qui n'a pas de sens, parce que le président a sanctionné les gens de la Cannes. Ils ont été sanctionnés. On a sanctionné le premier ministre. On a donné le ministre des Sports. Je ne rentre pas. Au départ, je réfléchissais comme vous. Je pensais que tous les... Moi, je pensais comme tout le monde que les vrais coupables étaient logés à la présidence. Mais en essayant d'aller puiser le dossier, la présidence a récupéré le dossier au moment où je vous donne la parole. Tu n'as plus besoin de marcher. Non, Robert, une seconde. Je vous donne la parole, mais méthodiquement. Qui sont ceux qui ont été sanctionnés et quelles sont les fautes qu'on leur reproche? Donc, le premier ministre était le patron de la Cannes. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait qu'il y ait eu glissement, il est glissable. Ce n'est qu'un glissement. Il y a le ministre des Sports, Bidoum Pat. Je donne le nom. Le fait qu'il y ait glissement, il a sa responsabilité là-dedans. Il y a le ministre Mbouentou, qui devait s'occuper des infrastructures en ville. Il a sa responsabilité. Il y a le ministre de la Santé par rapport au plateau thermique. Il y a... Je crois qu'il y a... C'est pas l'objet du débat. Non, c'est pour dire qu'il n'a plus besoin de marcher. Ça a un lien. Il n'a plus besoin de marcher. Si tant est-il, je le suis. C'est prétexte quand même de dire que c'est la marche. Quel est le besoin de la marche? D'abord, on ne doit pas focaliser sur un individu. Non, il a dit qu'il faut ça pour à cause d'un compte XY. On a déjà sanctionné les gens. C'est une question d'individu, Robert. C'est une question de droit de manifester dans un pays. Le rôle d'une manifestation, c'est un rôle civique, c'est un rôle même formatif. C'est un rôle citoyen manifester. Ou dans la loi que Dipita vient de nous lire ici, où avez-vous vu que le sous-préfet est concerné par l'objet de la manifestation? Je ne comprends pas la question. Pour venir dire que cette manifestation est sans objet parce que c'est la Cannes et le président a déjà sanctionné. Dans la loi, où est-ce que le sous-préfet est concerné par l'objet? On vous a dit que je peux décider avec mes camarades de marcher. Le sous-préfet n'est nullement concerné par l'objet de la manifestation. Mais tu personnalises le débat. Non, c'est pas vrai. On parlait de la manifestation de Nietzsche. Se nourrit de cette agitation et crée une manifestation concernant la Cannes. C'est pas de son goût. Il a l'Assemblée. Parce que la loi dit que le sous-préfet doit apprécier l'objet de la manifestation. Est-ce que la loi dit que le sous-préfet doit apprécier vos marges de soutien et tout ça, elles sont déclarées? Ce marge de soutien comme les manifestations du RDPC. On déclare toutes nos manifestations. Et je peux vous garantir que le RDPC souffre comme les partis d'opposition de cette désaffection des militants. On est à la télé. Il y a des gens qui t'écoutent. Tout à fait, je suis clair. En 2011, le président Biya a été élu à 3 750 000, par 3 750 000 électeurs. En 2018, c'était 2 millions entre guillemets. Alors, bon, est-il déjà arrivé? Il y a une différence de quand même. Est-il déjà arrivé qu'un sous-préfet interdise une de vos manifestations quelque part? Non, c'est pas autrement. Ça fait exemple la dame que je suis. Non, c'est pas autrement. Il a posé une question, je réponds. Non, c'est pas autrement. Quand on a une manifestation, on part déjà voir le sous-préfet. Avant même de rédiger, on lui dit, on veut faire telle manifestation. On se met d'accord, mais oui, on lui pose le problème. On refuse d'avoir un échec. Non, on parle le voir, on pose le problème. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, nous on fait on rédige la demande, la déclaration, et on dépose, on n'a pas de problème. Maintenant, quand vous faites une déclaration, vous venez déposer au secrétariat. Vous partez.
vous ne cherchez pas à le rencontrer. Lui vient, il apprécie, il estime qu'il y a peut-être des risques de troubles à l'ordre public. Dans ce cas, il doit vous convoquer. Moi, c'est déjà arrivé dans une manifestation que j'organise. Que je dépose une déclaration de manifestation publique. Le sous-préfet me convoque et me dit, Monsieur Mahel, votre manifestation, pour X ou Y raison, je vous suggère soit de la délocaliser, soit de changer de date. Parce qu'ils ont fait l'inverse. On va le voir avant. Mais là, c'est parce que c'est des manifestations ludiques que j'organise. Pour des manifestations politiques, on quelqu'un de correct. Il nous reste moins de 10 minutes. Il nous reste moins de 10 minutes. Le constat, il est clair. L'opposition bénéficie très peu d'autorisation ou alors se voit toujours interdire des manifestations publiques. Quelle approche, quelle solution doit-on apporter à cela? Que faut-il faire désormais? Moi, j'ai dit ce qu'il faut faire là. Et je pense que c'est la seule chose à faire. Je ne veux pas être... ça, c'est la démocratie. Non, parce qu'il faut une communication entre ceux qui demandent et ceux qui autorisent. La communication pour vous, c'est que le sous-préfet dise voilà comment nous on comprend la loi et ça on s'arrête. Et maintenant vous, quand vous faites vos déclarations, tenez compte de cela. On doit tenir compte de quoi, Robert? De l'interprétation du sous-préfet ou de la loi telle qu'elle est édictée dans Parce qu'il y a le texte et l'esprit du texte. Il ne faut pas lire le texte seulement, il y a son esprit. Dans ce cas, les sous-préfets ont toujours l'esprit. Ils ont toujours un esprit différent de l'opposition. Il y a une lecture il y a la limite de la mauvaise foi. C'est pas ça, il y a la lecture verticale, la lecture horizontale, la lecture oblique. Si je vous comprends bien, Robert, vous êtes en train de me dire que nous savons que l'adultère, c'est le fait d'être pris en flagrant délit de rapport sexuel avec une femme qui n'est pas votre épouse. Tout à fait. Et vous me dites que un sous-préfet ou alors un président tribunal peut s'asseoir et interpréter en disant que si j'ai vu Robert à 22h avec une femme dans sa voiture, c'est déjà l'adultère. Non, il ne peut pas le dire. Oh ben ouais, de temps en temps, je parcours mon téléphone parce qu'il y a la réaction. Et il y a justement quelqu'un qui dit ce soir, Robert Mouté ambassade là. Il y a des jours où il est sérieux, mais aujourd'hui là, il fait dans la si tu ne lis pas. Je suis honnête avec mes amis parce que moi j'ai eu à subir ces interdictions là. Et j'ai eu des explications de votre expérience. Et j'ai donné le nom, le préfet de la Saraga maritime du Kosovo. C'est lui qui m'a expliqué, qui m'a donné l'interprétation que l'administration a de ces textes. Et la notion publique-privée. Et une fois que les gens vont se mettre d'accord, je crois qu'il y aura très peu de... Justement, Robert, le risque justement dans l'interprétation, c'est que l'opposition pourrait ne jamais être d'accord avec l'administration. Non, l'opposition doit être d'accord, parce qu'une opposition responsable est d'accord. Une opposition qui n'est pas responsable ne peut pas être d'accord, parce que c'est... Une opposition responsable doit s'aligner et doit se mettre d'accord. Non, elle doit respecter le texte. Le texte dit que... Alors, en sortie, il a déclaré. Le même texte dit que l'autre apprécie. Et il peut interdire. On vous a compris. C'est clair, c'est écrit. C'était votre mot de la fin. Benoît. Il faut communiquer, je pense. Oui, sur ce point-là, pour sortir, je souhaite tout simplement que la situation se décrispe. Tout simplement parce que, on l'a dit ici, cette réalité-là fait que la situation, le paysage politique est crispé. L'opposition a le sentiment d'être embastillée. Le peuple a le sentiment que ces choses-là, bon, finalement, c'est pour le parti au pouvoir. Peut-être qu'un jour, quand la nature décidera, le parti qui est actuellement au pouvoir passera dans l'opposition. Mais j'ai envie de croire que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer et qu'en démocratie, la manifestation, le droit de manifester doit s'exprimer. Et le cas de la France, aujourd'hui, doit nous parler. Les Gilets jaunes, à travers leur manifestation, ont réussi à faire plier tout un gouvernement. Une décision que le président avait déjà prise d'augmenter les impôts sur le carburant, elle a été annulée. Aujourd'hui, on voit que le président Macron, parce que les Gilets jaunes ont mis la pression en manifestant, il mouille le maillot, il va parler au peuple, il va parler aux élus, et c'est ce qu'on attend de nos dirigeants. Et Paul Mahel, pardon, vous dites qu'il faut davantage clarifier tout cela dans la loi.
Non, je pense que la loi est claire, puisque là, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est l'interprétation qui en est faite par les administrateurs. Et on voit bien que c'est 2 poids 2 mesures. Je viens de me rappeler, pendant qu'on était en train de parler, que la semaine dernière, dans Cameroun Tribune, on a vu une annonce où le ministre Lé convoquait ses frères du village dans une salle de conférence à l'INAM. Est-ce une réunion privée? Est-ce une réunion publique? L'INAM étant un lieu public, cette manifestation a-t-elle été déclarée? Non, il faut... Non, je pense que, comme je le dis, c'est un problème d'éducation politique et de culture démocratique. Il faut qu'on sache que les opposants au Cameroun sont les opposants au régime et non les opposants du Cameroun. Nous ne voulons pas... Il n'y a personne qui veut casser le pays. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que le pays s'embrase. C'est notre pays à nous tous. C'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Peut-être tes camarades du RDPC ont les moyens d'envoyer les leurs aux États-Unis et en France. Moi, je n'ai pas les moyens. Mes enfants grandiront et vivront ici comme moi. Donc, on n'a pas intérêt à ce que le pays s'embrase. On n'a pas intérêt à casser. Nous avons des revendications. Un des moyens d'expression qui est prévu par la démocratie, c'est justement la manifestation publique. Et on devrait permettre aux gens, autant nous sommes assis sur le plateau aujourd'hui et nous disons en toute liberté ce que nous pensons, autant on devrait pouvoir. Et je vous dis que l'administration et les forces de maintien de l'ordre ne sont pas au service du RDPC ni du pouvoir. Ils sont au service de la nation tout entière. Donc je dois pouvoir bénéficier de la protection et de la sécurité des forces du maintien de l'ordre au même titre que toi et de n'importe qui. C'est cette culture-là. Et je pense que cette culture doit plus être faite à l'endroit des sous-préfets qu'à l'autre. Ce n'est même pas une question de culture, je dis et je répète ici qu'ils sont aux ordres. Oui. C'est des gens souvent qui sont très sensés en dehors de leur travail, de leurs travaux publics. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen pour y parvenir, c'est de changer de système et de régime. Parce qu'en vérité, on peut très bien vouloir se conserver, se préserver au pouvoir, mais en respectant une certaine éthique politique. On ne peut pas se conserver au pouvoir à tout prix et à tous les prix en piétinant le droit. Dans le cas d'espèce de droit n'est pas opaque. Il n'y a pas d'opacité du tout. On vous dit la manifestation, c'est sur la voie publique. C'est dans des lieux publics ou ouverts au public. Est-ce qu'il faut faire HEC ou, je sais pas, Harvard, Polytechnique? Merci, pour comprendre ça. Donc, en vérité, le problème, il est politique. L'instruction vient de très haut. Et le seul moyen pour changer tout cela, ben, c'est de changer de système. Ce président proclamé doit passer le tablier tout simplement. On ne peut pas continuer à vivre comme ça en stigmatisant malheureusement les petits poissons que sont les sous-préfets. Ils ne font qu'exécuter ce qu'on leur a demandé de faire. Évidemment, pour changer de régime, il faut avoir le bon rapport de force et cela, il faut aller voter. Et il faut que le peuple agisse, manifeste et demande s'inscrire. Je rappelle donc à nos téléspectateurs qu'il faut se mobiliser pour s'inscrire sur la liste électorale. Parce que les antennes et les câbles le disent, les listes sont réouvertes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait depuis le 1er janvier. Monsieur, merci. Merci Robert Moutambassa, merci Benoît Assara, merci Paul Maël, merci Célestin Njamen, merci Emmanuel Chiboui, à Zipierre et surtout à Erin Gando qui désormais assure la maîtrise technique de cette émission à travers sa réalisation. Bonsoir, jeudi 21h. Entretien, rediffusion de cette émission jeudi 14h30 et mardi prochain ce sera le nouveau direct à 21h. Bonsoir.